samedi pour un nouveau numéro de Lilo Café. Aujourd'hui, un Lilo Café, entre nous, je dirais, entre nous enseignants de rugby. Évidemment, l'émission est ouverte à tout le monde. On a pu réunir ceux qui sont suivis aujourd'hui. Donc, il y a Nasser Bouja, il y a Léry Rodriguez, il y a Miloud Hafil, il y a Saïd Bouhajad, il y a Moussa Darchoua, il y a Latif Wasfi, il y a Karim Lamouri. Bon, il y a beaucoup de cossistes, des russistes cafistes comme moi. Peu importe, aujourd'hui on est là simplement pour rendre hommage à un grand monsieur du rugby qui nous a quittés la semaine dernière, cette semaine, Gégé Tarusson. Alors, Gégé Tarusson, évidemment c'est facile de dire que lorsque quelqu'un disparaît, on dit « Ah mais il était extraordinaire ». Non, mais c'est la vérité, c'est-à-dire que Gégé Tarusson, c'est quoi? C'était d'ailleurs, il était tellement zen que je me demande. Bon, vous l'avez connu mieux que moi, parce que bon, la plupart d'entre vous, vous êtes cossistes, donc vous l'avez côtoyé beaucoup plus que moi. Il était d'une zénitude incroyable. Je me demande s'il faisait pas des arts martiaux ou du jiu-jitsu. Hein. Donc la première question, comment faisait-il à être aussi zen? Alors qui veut commencer? Nasser? D'abord, je voudrais, au nom de toutes les personnes présentes ici, remercier Radio Mars et particulièrement Lino, puisqu'il fait partie de la famille, d'avoir proposé cette émission en hommage à Gégé. Tif aussi, hein. Qui fut l'un. Tif aussi a été un des premiers à m'envoyer un texto, à me dire il faut qu'on fasse quelque chose pour Gégé. Ouais. Et il faut donc saluer cette initiative, parce que ça, avec les temps difficiles que traverse le rugby, de se retrouver autour d'une personne qui a fait l'unanimité et qui a marqué le rugby marocain. Donc, effectivement, ces sentiments n'apparaissaient pas parce qu'il avait une concentration extraordinaire, ce monsieur. C'est vrai que pendant des matchs, on ne le voyait jamais exprimer, même en cas de difficulté, de défaite, c'est vrai qu'il avait une façon de se concentrer et une façon surtout de ne pas laisser apparaître sa déception. C'était tout vraiment, ce qui était déception, désarroi et tout ça, non, il ne le faisait pas transpirer. Et c'est vrai, tout à fait. C'est un trait particulier de sa personnalité. Ouais. Tif, tu veux dire quelque chose sur la zénitude, hein? Oui, à part le fait qu'il était un mordu, mais alors là, un mordu avec des lettres majuscules du rugby, c'était un homme fédérateur. Ouais. C'était un homme, très grand homme fédérateur. Il a toujours su fédérer, motiver les gens qui étaient autour de lui pour la bonne cause du rugby. Est-ce que quelqu'un d'entre vous l'a vu en colère une fois? Alors, je vais donner peut-être à Miloud, hein, parce que en fait, il y a un petit dénominateur commun entre beaucoup de gens du rugby et Tarusson, c'est la Somatam, la tannerie dans laquelle il travaillait. Saïd aussi, hein, Saïd. Donc, est-ce qu'il s'énervait? Au moins à l'usine, est-ce que Miloud, est-ce que tu l'as vu une fois s'énerver? Absolument non plus. Non plus. Il s'énervait jamais. Jamais. Absolument plus. Simplement, c'était un grand patron, c'était un grand spécialiste en cuir. En cuir. Tarusson, c'était quelque chose à la Somatam. Il est le premier, il sort le dernier. Il rentre de l'usine. Ouais. C'était quelque chose, vraiment quelque chose. Saïd? Alors, Saïd Bourcheb, prends le micro, hein, parce que là, on est beaucoup plus que deux micros. Toi, tu as travaillé à la Somatam, où tu as fait un stage, je crois, on m'a dit. Non, moi, d'abord, en parlant de Tarusson, je dirais que Tarusson était d'abord un homme fédérateur. Et pour qui est fédéré? Parce qu'il ne comptabilisait jamais les bêtises des gens. Il comptabilisait tout ce qui est positif. Ouais. Quand on commet, enfin, bien sûr, on était gamin, de temps en temps, on faisait une gaffe. Et lui, il la voyait, mais il ne comptabilisait pas. Il comptabilisait tout ce qui est positif. Ouais. Et c'est à partir de ça qu'il arrivait à fédérer, à regrouper les gens, à créer quelque chose de très positif, pas autour du coq. Parce que le coq, moi je parle du coq maintenant, parce que moi j'ai commencé à jouer au coq en 67. Moi je vais dire quelque chose sur Tarusson. Tarusson, il m'a beaucoup aidé. Et si aujourd'hui j'ai une usine de confection et j'ai un café, j'ai créé un club de rugby, c'est quelque part grâce à Tarusson. Pourquoi? Parce que Tarusson, il me payait des cours de comptabilité, il me payait 300 dirhams par mois. Il payait pour moi 300 dirhams par mois. Pour des cours de comptabilité? Ouais, pour des cours de comptabilité, oui. Il me payait, c'était de sa poche. Hein.
Et puis, pendant les vacances, on travaillait chez Sonatam et on touchait à l'époque 14 dirhams par jour. C'était énorme. Pour vous montrer l'importance de 14 dirhams par jour, c'était une petite bouteille de limonade qui coûtait 25 centimes. Pour vous donner l'importance de 14 dirhams par jour. Ouais. Donc Tarissan, c'est un homme extraordinaire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je ne peux pas dire plus que ça. Alors Rodriguez Riri, lui, il a beaucoup connu aussi. Donc, écoute, c'est comme un frère, comme un grand frère. J'ai connu Tarissan en 1954, quand je suis arrivé au Coq. Je venais de l'école industrielle. Et il y avait à l'époque M. Telot. Telot, c'était un ingénieur en mécanique qui travaillait à l'Autoral. Et M. Telot, il avait son fils qui s'appelait Jacques Telot. Il voulait le pousser au rugby. Donc, c'est lui qui a fondé la section rugby Coq cadet. Les cadets, oui. Voilà. Et depuis 1954, on a continué avec le Coq. Alors, je sais, tu es resté fidèle au Coq. Alors, je voulais te dire, toi aussi, tu es d'accord, tu n'as jamais vu Gégé énervé? Jamais? Non, jamais. Gégé s'énervait pendant le match. Quand on lui filait la balle et donc c'est un carton là, ouais. Il éclatait. Dont le fameux carton avec Ernest Durand. Oui, exact, contre le CAF, exactement. Contre le CAF. Je me souviens très bien. Qui a été côtes cassées. Je ne sais pas s'il nous écoute. Je suis désolé pour Ernest, parce que c'est un grand copain, Ernest. Et bon, je sais même que c'est un grand copain à vous, même s'il y a eu ce fâcheux incident avec Gégé Tarissan. Il avait été le trouver en clinique et tout ça. Il y avait eu un carton qui avait été... Il y avait un carton et la côte est sortie devant. L'os est sorti. Hein? Il n'était pas le seul blessé. Non. Mon frère il avait eu le genou déboîté aussi. Oui, je me rappelle. D'ailleurs, le match après... je vais demander simplement aux amis de parler simplement lorsqu'ils ont le micro. Hein, donc, on a 2 heures de toute façon. J'aurais bien voulu inviter, parce que je sais qu'il est là, hein, Ernest Durand, il est à Paloma, je crois. Donc, voilà, il habite à Casa. Et c'est dommage, parce que lui aussi, bon... Alors, moi, j'ai vu Gégé en colère. Moussa n'a pas encore parlé, Lamouri n'a pas encore parlé, les gars. Bon. Moi, j'ai vu Gégé en colère. Ouais, tu as dû combiner une grosse, alors. Non, pas moi. Pas toi. Bon. Il a dû vendanger. C'était toujours à la mi-temps d'un match où le Coq ne jouait pas bien. Là, on voyait le GG en colère. Et la colère, au lieu de la faire subir à toute l'équipe, il commençait d'abord par son fils. C'était toujours Bernard qui prenait le plus gros morceau. Il commençait par Bernard. Hein. Ah ouais. Il rentrait devant, alors que Bernard, c'était le meilleur. C'était le meilleur. C'était le meilleur d'équipe. Il tapait, c'est-à-dire, à travers Bernard, il vous tapait à vous. Non, il commençait par Bernard pour faire le tour du reste de l'équipe. Ouais. Alors, Moussa, toi aussi, tu n'as jamais vu énervé, à part l'épisode dont vient de parler Tiff? Non, pas du tout. C'est un grand monsieur de rugby national et international, parce que c'est grâce à lui que j'ai pratiqué ce sport et grâce à lui que je suis arrivé dans la vie sociale à m'en sortir. Parce que vous savez que je sors de l'ancien Médina. C'était dur dans les années 65-70. Et quand j'ai commencé à me parler de rugby, bon, vous savez, l'ancien Médina, le rugby, c'est un grand écart. Et le moment où je suis monté voir ce fameux monsieur, et très gentil, il m'a reçu. Première chose qu'il m'a offert, c'est le maillot du Coq et le short. Vous vous rendez compte? Pour moi, c'est quelque chose qui m'a marqué. Et après, ça s'est très très bien passé pour moi. Il m'a beaucoup aidé, même en s'installant en France, c'est grâce à lui. Ouais, j'ai des émotions pour parler, parce que vraiment, c'est un monsieur qui m'a marqué. Ouais, voilà. Il était à l'origine un petit peu de ton transfert, justement. Hein? Exactement. C'est un monsieur qui m'a beaucoup aidé à l'époque. Il y avait un ami à lui qui s'appelle Jacques Tourte, qui ont joué ensemble à Saint-Giron et qui ont gardé des relations. Chaque fois quand ils ont un joueur qu'ils voient qu'il peut s'en sortir, ils l'aident il l'envoie en France. Voilà. Et c'est grâce à lui que j'ai attiré à Chambéry et que j'ai fait toute ma carrière à Chambéry. Voilà ce que je peux dire. C'est un grand monsieur qui m'a marqué. Voilà moi. Abdelkrim Lamouri. Oui. Alors, tu as une partie de ton histoire cossiste aussi, toi aussi, ou tu as joué au Coq? Non, j'ai joué au Coq. Non, mais j'ai connu Gégé
dans le cadre de l'encadrement de l'équipe nationale junior. Ouais. Mais je le connais aussi en tant qu'entraîneur du Coq. Et moi, je pense que Gégé était un homme qui a réussi. Non seulement au niveau du Coq, mais aussi au niveau de l'équipe nationale. Je crois que s'il a réussi, c'est grâce à ses qualités humaines. On en a parlé. Lui, c'était un homme empathique, mais on ne le voyait pas. C'était un homme qui, on avait l'impression qu'il n'écoutait pas, mais en fait, il écoutait. Et moi, j'ai eu de très beaux souvenirs. Oui, Lino, je l'ai vu s'énerver. Le jour où, au niveau de la fédération, à l'unanimité, j'ai été désigné pour aller participer à quelque chose de fabuleux. C'était le centenaire de la fédération du rugby en Angleterre. Et que des gens ont fait pour que je ne parte pas. Là, je l'ai vu baver. Et j'ai une très bonne relation avec Gégé. Je répète, dans le cadre de l'encadrement, on a eu une très bonne expérience. Je me rappelle, Nasser était là encore. C'était sa première sélection. Aziz aussi. Et que tous les soirs, il venait. Il me demandait, donne-moi la formation d'aujourd'hui. Et qu'après 15 jours, il y avait les Anglais aussi avec nous. C'était Barber qui avait fait venir une équipe. Et puis à la fin, il dit au niveau de la fédération que cette équipe a été formée 80% par l'amour. N'oublions pas que Gégé était journaliste et qu'on attendait ses papiers. Hier encore, j'ai lu un papier où il disait beaucoup de choses magnifiques sur moi. Et je pense qu'il avait un style très simple, un verbe, un sujet, un compliment, mais c'était un style percutant, vraiment un flanqueur de la plume. Aujourd'hui, merci Lino pour cette initiative. Je crois qu'aujourd'hui, on ne rend pas hommage uniquement à Gégé, mais on rend hommage aussi aux autres. À Roger Contaral qui vient de partir, lui aussi, ça fait pas longtemps. Oui. À Kenneth, notre ami tous. À Khabar Hamid. Kadmiri, hein, Kenneth, c'est pour les intimes, Kenneth, mais Kadmiri. on parle de Kadmiri À Ali Ken. Bouaïdar, à Haj Mohamed Mjelloun, Oui. à Mohamed Hamdi. Ouais, tous Et des puis, je suis des sûr, grands il y du en a rugby. d'autres. Oui. Mais une petite pensée à nos amis qui sont malades actuellement. Oui. Moi, je n'oublie pas Mbark. Il y a Hussein Moussalli, le russiste, notre ami, qui est malade. Il y a aussi le Haj Boujma à Marrakech, qui est malade. Je crois qu'on ne doit pas oublier ces gens-là. Ouais. Merci, Lino. Justement, j'ai une photo là. Il y a vraiment tous les gens qui ont marqué le rugby marocain. Il y a Kadmiri, il y a Moumen, il y a... Alors Moumen, qu'est-ce qu'il devient Moumen? Moumen est toujours à Fumel, toujours à Fumel. Ah, il est à Fumel, donc Fumel, il oui, est oui, resté. il est resté. Donc c'est grâce à Gégé que Lamgamar, que Zawi, Eh ben oui. Zawi, la Dila, tous ces gens sont partis grâce à lui. Ils ont joué ici au Maroc, ils sont tous partis. Ils ont joué à Millau, ils ont joué à Fumel, ils ont joué à Nice. Et même Moussa aussi, tous ces gens, c'est grâce à Gégé qu'ils ont eu la chance et l'occasion d'aller en France et de pratiquer le rugby. À l'époque, c'était amateur, Oui. mais ils avaient quand même joué à haut niveau. Hein. Alors, si je vous parle de la ferme bretonne, qu'est-ce que vous allez me répondre? Qui est de la ferme bretonne? Bon, il y a les Boukja, évidemment. Il y a Tif, qui est de la ferme bretonne. Ferme bretonne, quelqu'un d'autre de la ferme bretonne? Parce que je dois remercier Razaoui, hein, donc, Hakim Razaoui, qui m'a donné, qui m'a procuré 2 extraits d'une longue interview qu'il avait faite de Gégé Tarusan en 2004. En 2004. Bon, c'est une interview de 2 heures, 2 heures et demie, donc évidemment, moi je vous proposais simplement 2 extraits. Il y en a un, il parle de la ferme bretonne, hein, et un autre où il parle de Maroc-Italie, justement, la victoire du Maroc en Italie, et il parle de Benjeloun, Haj Mohamed Benjeloun, et le poids, l'aura qu'avait Haj Mohamed Benjeloun à l'étranger, évidemment, parce que comme d'habitude, ici, les sportifs et les responsables sportifs ils ont beaucoup plus de poids, je dirais, poids spécifique à l'étranger que chez nous. Alors, on va écouter d'abord ce premier extrait sur la ferme bretonne. La ferme bretonne, le premier quartier, puisque sa ferme bretonne, moi, au début que j'étais au Maroc, la première petite ville là que j'ai prise, je l'ai prise à la ferme bretonne. Et puis après, je l'ai pris rue du Chasseur Jules Cros, c'était pour la faire longtemps, pour être là, pour faire les entraînements, pour être là. Et puis là ce quartier, c'est formidable. L'évolution, je serais, comment dirais-je, un peu fade de dire que je lui ai donné, mais que nous lui avons donné tous. C'est Latif, c'est Boujat, ses compagnies, tout ça, tout le monde jouait au rugby. Le terrain du Coq, il jouait dans la semaine Saint-France. On faisait des matchs, on faisait des tout. Et puis on aimait le rugby champagne. On aimait le rugby, on n'avait pas des gros gabarits, mais tous ces jeunes, ils aimaient
le Marocain, il est très décontracté, super adroit. Et il aime tout ce qui est dribble, alors là, on a sorti beaucoup de rugby. C'était un quartier où vraiment on ne parlait que rugby. Là. Alors, on va accuser une toute petite pause maintenant pour les conseils, pour les achats. Ensuite, on ira à Paris où on aura au bout du fil Aziz Bougja, hein, qui écoute l'émission depuis tout à l'heure. Et on va essayer aussi de contacter Philippe Tarusson, hein, donc son fils, un de ses fils. Alors, conseils pour les achats, on se retrouve tout de suite après. Lino Café avec Lino Baco. Alors, on redémarre ce Lino Café à la mémoire de Gégé Tarusson avec Moussa Darchma, avec Nasser Bougja, avec Riri Rodriguez, Saïd Bouhajeb, Ablatif Wasfi, Miloud Hafil, Abkrim Lamouri. Les goûts musicaux, alors j'ai parlé tout à l'heure avec Nasser, il me dit, Nasser, tu me disais qu'il avait toujours une certaine cassette dans sa voiture. Absolument. Tu te souviens qu'on Ouais. faisait les déplacements, c'était les dirigeants Ah bah oui. qui prenaient les joueurs avec leur voiture personnelle Ouais. et évidemment qui prenaient en charge 3 ou 4 joueurs et qu'on partait très souvent. Et je me Absolument. souviens, Bah, au CAF, c'était la même chose, hein. Au RIC et au CAF, tous c'était les la même clubs, chose. hein. Tous les Et, clubs. et c'était vraiment des dirigeants dévoués, bénévoles, etc. Et GG, avec son, moi je me souviens de l'R16 qu'il avait, il roulait vite, hein. L'R16 jaune, et parfois faisait Casaraba, ça allait vite, hein. Ouais. Et il n'y avait pas l'autoroute. Il n'y avait pas d'autoroute, non, Ouais. non, on passait par le. Et d'ailleurs, on s'arrêtait toujours à Bouznika. Notre plaisir, c'était de s'arrêter à Bouznika pour manger les brochettes. C'était un petit peu la récompense. Hein. Alors, il avait une cassette de. Il avait une cassette de Jean Ferrat. De Jean je Ferrat. me souviens, oui, de Jean Ferrat. Alors, on va écouter justement une première chanson de Jean Ferrat. Hein, donc, bon, on en écoutera 2 parce que comme c'était son chanteur préféré, on va commencer par Aimer à perdre la raison. Aimer à perdre la raison, aimer à n'en savoir que vivre, à n'avoir que toi d'horizon. Bon, on a Paris ou pas encore? Non, c'est samedi. Hein. Vous savez, samedi, c'est en fait, c'est cool, c'est ouais, c'est l'avant-match. Ouais. Tu sais, en fait, on se réveille un peu. À quelle heure on se réveillait les rugbyman le samedi? On se réveillait tard, hein, non? 10h, 11h, hein? 10h, 11h. Ça dépend. C'est Hein? vrai que bon, mais on veillait pas le. Ouais. Hein. Ah, mais ce qui est marrant, c'est qu'on faisait les réunions techniques, hein, entre guillemets. Le samedi matin. Le samedi matin. L'après-midi. Ou le samedi après-midi, à 17h. Pour savoir la composition À de l'équipe. 17h, à 17h, il Ouais. arrivait, Ouais. alors tout le monde était là, et puis il y avait la communication de la, hein, Ouais. la L'équipe, composition ouais. de l'équipe. Ouais. Gégé, Ah, Sarbi, approche-toi du micro, et bon, pourquoi tu enlèves le casque? Tu fais Zama, parce que Tif, il est de la maison, alors Zama, il enlève le casque, il le remet. Oh, Khalil le casque à Sarbi. bon, c'était les réunions du samedi soir, c'était pour donner la formation d'équipe. Et moi, au tout début, j'étais intrigué, je restais bouche bée parce que chaque fois quand il mettait la formation d'équipe, il arrivait à l'ouverture et il ne mettait pas Gérard Tarisson, il mettait Papa. Il y avait un tableau noir, et la composition d'équipe, il arrivait au numéro 10, demi d'ouverture, il disait, il écrivait Papa. Et c'est vrai que c'était un papa pour tout le monde. C'était un papa. Moussa? Oui, c'est vrai que j'ai gardé un très très beau souvenir le moment où ils annoncent l'équipe. Et... Oui, comme je dis, je garderai un bon souvenir de ce monsieur. Et surtout le soir, samedi soir, où il y a la réunion de tous les joueurs. Et pour annoncer l'équipe, on était tout heureux et tout content d'entendre notre nom comme quoi on est titulaire le dimanche l'après-midi. Et tu peux reprendre après moi parce que là j'ai des émotions pour parler. Vas-y. 0033. C'est vrai. Mais Henri peut parler de ça aussi, parce qu'il a connu le samedi soir, quand on se réunissait pour savoir la composition d'équipe et tout. Alors,
Riri, tu te souviens aussi quand il écrivait papa sur le tableau? Oui, bien sûr. Pour nous, Taruson, c'était un frère, c'était un père, c'était tout ce qu'on voulait. Alors, il y a quelque chose d'extraordinaire, parce que ce que je dois dire, c'est que le hasard fait bien les choses, parce que Miloud Hafil n'était pas prévu. Et puis on prenait un café en bas avant l'émission, et puis il a aperçu Rodriguez, et en fait, vous ne voyez pas depuis combien de temps? Miloud, combien de temps que tu ne vois pas Ça fait Riri? longtemps, ça fait longtemps. 2 mois. Ah, 2 mois, c'est tout. Ah, vous voyez donc, vous voyez, oui, d'accord. Oui, oui. Nous aussi, on a notre coq café tous les samedis, dimanches. Ah, Eh ben, on garde quelques traditions quand même. ah oui, c'est vrai. Oui, c'est quand il vrai. y a des matchs, C'est vrai. c'était Mais ça. c'est important, ça. Oui, Parce que on a gardé le lien. La vie de club n'existe plus. C'est ça, c'est vrai. Oui. Moi, je vois, bon, je suis à cheval entre le RUC et le CAF. Et je vois, au CAF, par exemple, les anciens du rugby, on se compte sur les doigts d'une main. Et on se voit rarement, hein. Avec Bellissimo et tout ça, mais sinon... Il y a encore les Falangas, c'est tout que je connais. Oui, Falanga, tout ça. On se voit, mais on se voit jamais sous le dénominateur de rugby. Tu vois ce que je veux dire? Oui. On parle de foot, on parle de trucs, on parle plus de rugby, remarque, je vais te dire. Hein. Malheureusement. Malheureusement, c'est vrai. Ouais. On peut parler de Chelsea, du Real ou du Barça, mais on ne parlera jamais de rugby, ou à moins que... Bon, pendant les 6 nations, ça oui, on parle un petit peu de rugby. Alors, ce que je voulais dire, c'est que j'ai pas mal d'anecdotes. Il y a 2-3 jours, Mustafa Yaksha était là. Oui. Et puis, en parlant comme ça avec Chamrifi et tout, on parlait justement du Lino Café d'aujourd'hui. Yaksha, il me dit Que par la douleur du parti. savoir Gigi Taruson. Il me dit, mais moi, j'ai travaillé à la Somatam, Somatam. tout à fait. Je m'en souviens. Tout à Et, fait. et je jouais avec l'équipe de la Somatam. On travaillait. Et à travailler avec la fameuse double licence. Le samedi, il jouait en corporatif, en corpo, et le dimanche, il jouait avec l'équipe, avec Jdida ou avec le Raja. Donc, il jouait. Et là, il y a justement Miloud qui me dit tout à l'heure, il me dit, mais attendez. Il me dit, mais attends. Et il y a GG qui jouait aussi. GG Taruson jouait avec l'équipe de foot. L'équipe, la Somatam, c'était l'équipe du coq rugby. En même temps, le Raja. Il y a un match, on a joué un match au Crédit Lyonnais le samedi contre l'équipe locale. Le Crédit Lyonnais qui était balèze, hein. Ouais. Ils étaient forts, le Il Crédit était Lyonnais. fort avec l'équipe de Général, de Tisprod. Toutes les grandes équipes. Toutes les grandes équipes ont travaillé. Là, Somaka et tout. Il y a un match, il était bien. Gigi, elle a joué à côté de Yersha, Benene, Etarif, Dahan et le frère Arif. Eh ben, excusez du peu. Non, pas avec l'Arif quand même, parce qu'il n'était pas là. Non, le frère Arif. Arif, Arif, le frère d'accord, Arif. d'accord. Boy, connaissez-le. Non, le gros, c'est Mohamed, oui. J'étais de dire le censeur ici ou quoi? Il y a différence entre les frères Arif et Aït l'Arif. Moi, Aït j'ai Arif, entendu ouais. Aït l'Arif. Ouais, arrive. Enfin, la tribu des Arif. Alors, nous avons en ligne Nasser. Nasser, bonjour. Aziz. Aziz, bonjour. Oui, bonjour à tous les amis. Alors, Aziz, voilà, tu as vu, on est un petit peu réunis là, tous, hein, cossistes, russistes, cafistes, voilà, pour un hommage à ce grand du rugby qui était GG Taruson. Alors, toi, tu as été aux funérailles, hein, c'est ça? Tu as vu la famille, tu as vu ses enfants, Philippe, Bernard? D'intenses émotions. Il y avait 300 personnes dans une église. J'ai eu l'honneur de représenter le rugby, les amis du rugby marocain. Et je crois que ça a été un important instant. Il fallait exprimer notre gratitude par rapport à cet homme, à ce grand homme qui nous a tout au long guidés, qui nous a tout au long apporté sa connaissance et qu'il a été un ambassadeur extraordinaire du rugby français au Maroc, mais il était avant tout marocain, profondément touché par les Marocains. Il aimait par-dessus tout les Marocains. Et j'ai eu le privilège donc d'aller le voir tête nue. Il était noble, il était digne. Son regard
était là. Parce que ce qu'on doit dire, c'est qu'il était malade et il a lutté de toutes ses forces. Ça veut dire aussi que, en fait, s'il a pu, je dirais presque vaincre ce mal terrible de notre siècle, c'est aussi grâce à son hygiène de vie. Absolument. Ce qui a permis de tenir. C'était un homme qui avait des valeurs extraordinaires, des valeurs que nous avons dans le rugby, bien évidemment, et qui nous a transmis aussi en grande partie. Je suis d'accord aussi sur le fait que tout le monde est arrivé à la conclusion que c'était quelqu'un qui était un unificateur, que c'était quelqu'un qui faisait avancer. Et je crois que sans lui, nos parcours auraient été différents les uns et les autres. Et je crois que cet homme, en arrivant dans le rugby marocain, il a tracé la ligne. Il a tracé la ligne pour de nombreux jeunes que nous étions. Et je crois que nous lui devons énormément, énormément. Et une gerbe a été à cette occasion offerte. Et c'est une gerbe très spécifique, une gerbe avec les couleurs du Maroc, rouge et vert, avec des indications très claires. Notre cher GG, à jamais et à toujours. Oui. Donc, que dire d'autre par rapport à cet homme? Que dire un homme dont les valeurs sont extraordinaires, ont été extraordinaires. Il n'avait en tête qu'une seule chose, c'est le Maroc et les Marocains. Quand il parlait des Marocains, il donnait la chair de poule. Mais quoi qu'il en soit, on ne l'oubliera pas. Il est dans nos cœurs, il est dans notre mémoire collective, il est également dans nos esprits. Et je crois que... Il faisait l'unanimité aussi de la famille du rugby, tu vois. Il n'était pas identifié comme caussiste, tu vois. Bon, d'abord, il était joueur international de l'équipe nationale du Maroc. Il a été entraîneur de l'équipe nationale du Maroc. Il y a un élément également important dans les années 50. Très peu de Marocains jouent au rugby. Oui. Très peu. Et je crois que lui a été un vecteur d'intégration de nombreux Marocains. C'est lui qui a fait en sorte que les Marocains puissent jouer au rugby. Les Marocains lui doivent cela, en grande partie, d'avoir joué. C'est lui qui a permis cette intégration. Et puis après, ça s'est fait bien sûr à travers les professeurs qui venaient de France, dans les écoles, etc. Mais il a été un intégrateur extraordinaire. Ouais. Et voilà, donc je crois que toutes les personnes ont dit ce qu'elles pensaient de GG. Mais GG, je l'ai vu énervé aussi, bien évidemment. Ah, alors, raconte. On a oublié de dire que quand on avait le malheur de perdre un ballon et qu'on ratait l'essai, eh ben, il nous traitait de criminels, d'assassins. Et il sautillait sur ses pieds. Assassin, criminel, etc. Donc, quand on gardait un ballon, quand on partageait, même le fait de garder un ballon, de se faire plaquer avec un ballon, pour lui, c'était criminel parce qu'on n'avait pas partagé l'action avec son copain. Parce que le ballon, c'est un partage. Ça doit aller à l'aile. Et on doit conclure d'une manière collective. Et c'est ça, GG. GG, c'était ça, c'était l'esprit collectif, c'était le partage. Donc voilà. Donc, mais il aimait le beau jeu, il aimait le jeu à la toulousaine, le jeu où la balle vit. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que on avait au coq, on avait une mêlée de poche, une petite mêlée. Mais dès que la balle passait au numéro 9 et allait derrière, c'était fini. L'équipe adverse était morte parce que on concluait. Donc la problématique de toutes les équipes qui nous affrontaient, c'était qu'il fallait qu'elles gardent la balle. Il ne fallait surtout pas que la balle soit distribuée. Et c'est ça, GG. GG, c'était ça, c'était la rapidité d'exécution, le collectif, mais le collectif au sens et de la gestuelle. La gestuelle était extraordinaire chez GG. Si on a des photos de GG, dans sa façon de passer le ballon, dans sa façon de caresser le ballon, ça c'était également extraordinaire. Très fin, un joueur très fin, oui. Et puis, il a veillé sur nous tous, d'une manière ou d'une autre. Et voilà, donc c'est un témoin. En tout cas, grand merci à tous les amis du rugby marocain de témoigner, et à toi Lino et à la Radio Mars. Je crois que cet homme le méritait. Je crois que Philippe aussi attend votre appel. Oui, on va appeler Philippe tout à l'heure. Oui. Il attend votre appel. Tu lui as dit qu'il peut nous écouter déjà sur le net. Je lui ai demandé de vous écouter. Effectivement, je lui ai demandé de vous écouter. Donc j'ai pu voir même les arrière-fils. Est-ce que tu as au funérailles, tu as retrouvé des anciens du rugby? Oui,
j'ai l'ancienne. retrouvé Zawi, Zawi, oui. j'ai retrouvé Ramaoun, Oui. qui était venu avec le maillot de l'équipe du Maroc, Ouais. du temps, en rouge et vert, qui est venu à l'église, et avec tous très, très, très émus, très, 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 très émus. Donc, beaucoup d'émotions durant cette journée. Les enfants se sont exprimés. Je veux dire, il y avait 300 personnes, et ces 300 personnes reconnaissantes à l'égard de GG et à l'égard de ce qu'était cet homme ce qu'il a fait. dans sa façon d'être, dans sa façon d'exprimer. L'homme et l'athlète. Absolument. Et je pense que c'est un homme qui a ouvert le Maroc sur l'international, il ne faut pas l'oublier non plus. Ouais. Alors justement, tu peux continuer à nous écouter. Oui, absolument. Aziz, on te remercie. Et tu vas voir, j'ai un autre témoignage de GG à propos de Maroc-Italie et, et surtout de l'impact de Haj Mohamed Benjelloun justement alors, sur le rugby. Alors, ça c'est une chose, c'est que par rapport à ce match-là, une petite anecdote, Bernard Taruisson ne devait pas jouer. Oui, ben justement, c'est qui devait jouer. Ouais, il va le raconter parce qu'il avait 16 ans, Bernard. Et c'est Bernard qui sauve le Maroc. Oui. Sur une échappée d'un ailier, le dernier défenseur. En plaquant justement, de manière transversale, et qui prend. C'était à la fin. D'ailleurs, l'arbitre siffle la fin du match après ce plaquage, alors que l'ailier italien allait marquer. Ouais, justement. Et lui, il ne se souvenait pas du but et du nom de. Et l'ailier, c'est un Italo-Sud-Africain. C'était Fiasconaro. Qui avait été à un moment donné, il avait même, je crois, flirté avec le record du monde du 400 mètres aussi. Très rapide, le gars, oui. Je voudrais rendre hommage à Seki, qui a dit parce que GG était gêné de pouvoir faire rentrer son fils à la place de Seki. Ouais. Et Seki va voir, pour mettre à l'aise GG, et Seki va voir GG et lui dit GG, je serais très content que Bernard puisse jouer. Ouais. C'est ça la dimension du rugby. Parce que justement, il le dit qu'il était un petit peu gêné de faire jouer son fils. Ouais. Voilà, c'est ça la beauté la grandeur de l'homme. Ouais. Voilà. Merci Aziz d'avoir été avec nous pour ce témoignage. Avec grand plaisir. Aziz Bougja, qui est président de la CAR, de la Confédération africaine de rugby, et qui est membre aussi de l'IRB. Alors, on va écouter un peu de musique encore. Il aimait qui ? Il aimait Jacques Brel, il aimait Yves Montand. Absamad, اش غادي نقول لك يلا قول لي اش بغيتي تقول يلا Absamad c'est notre réalisateur اش بغيتي تقول ندوزو جاك بريل ولا قول لي انت على خاطرك اش نديرو يلا قول لي ولا ايديت بياف ولا ندوزو l'extrait ديال GG. Il a raison. On va passer alors justement un autre extrait de GG. Voilà, donc toujours au micro de Hakim Razaoui. Il existait à travers des dirigeants français qui géraient le rugby marocain sans faire d'efforts, sans chercher à recruter des Marocains. Parce qu'il y avait beaucoup de militaires. Il y avait beaucoup de... la police aussi, il y avait beaucoup de fonctionnaires. Et à ce moment-là, il y avait... Je crois que c'est l'année où il y a 56-57 où il y a eu le plus d'équipes. Il y avait... il devait avoir à peu près... on arrivait à 10 000 licenciés. Donc 95% français, mais très peu de Marocains. Il y avait quelques clubs comme ça, où certaines personnes marquantes du rugby avaient amené des gens de leur société. Alors cela, ça faisait des rugbymen. Par exemple, Mamed, qui jouait au RUC, et qui venait c'était des Cantarel. Vous avez entendu parler de M. Cantarel, qui était un pionnier aussi du rugby au Maroc. Il était un petit peu joueur, mais après... alors, c'est sur cette forme-là que le rugby a démarré. Et puis... peu de temps après que je sois arrivé, il y a eu une transformation du rugby, en ce sens que la FIRA, Haj Mohamed Benjelloun, il a voulu que la Fédération royale marocaine de rugby soit créée et qu'elle gère par ses propres moyens. C'est-à-dire qu'elle se serve des techniciens français, c'est une chose, mais après que l'organe de pouvoir ou de distribution soit fait par les Marocains, ce qui était tout à fait normal. Entraîné pendant 10 ans à peu près l'équipe nationale,
on a fait des bons résultats. Moi, je prends ce que pour moi, le meilleur, c'est l'Italie en Italie. L'Italie en Italie, et l'Italie en Italie, moi, c'est un double satisfaction pour moi, parce que j'avais un fils qui était junior, qui avait 16 ans. Je ne voulais pas le faire jouer, parce qu'on ne fait pas jouer des seniors. Et puis on a eu une dérogation, on l'a fait jouer dans l'équipe nationale. Dans l'équipe nationale, parce que lui, il est né au Maroc. Il avait appris le rugby au Maroc. Il avait tous les droits de jouer à l'équipe nationale. Le match contre l'Italie, ils avaient un joueur qui venait de l'athlétisme, qui tapait le 100 mètres en 10-2 ou 10-3. Et il fait une interception à 80 mètres entre ligne de but, et puis il s'est fait planter. Mon fils, qui était super rapide aussi, qui descendait en dessous de 11, et il est arrivé à 3 mètres de la ligne, il a fait un plaquage énorme. Alors après, il a été, par ses coéquipiers, je trouve que c'était un jeune, il était jeune tout fou, il courait. Enfin, c'était un garçon quand même qui faisait 1m82, il faisait déjà 85 kilos, et doué. Doué surtout en vitesse pure. Et vous savez, au rugby, c'est pas le poids qui compte. Ce qui compte, c'est les assises. Alors, c'est qui était très assis. Mais ça fait partie c'est un symptôme. Ça fait partie des gens. On trouve des ecclésiastiques en France. Chez vous, il y a des imams aussi qui sont à l'état de sainteté. C'était un homme comme ça, un homme pas du tout matériel, mais voulant toujours abondant dans le développement du pays, avec des convictions qu'il défendait, mais toujours avec pas sectaire du tout, et facile à... Il lui manquait simplement un peu d'organisation. Parce qu'après, j'ai eu l'occasion j'ai fait les Jeux Olympiques de 72 avec lui. Il m'avait demandé à titre... Bon, j'ai pas fait les Jeux Olympiques, j'ai pas pu y aller aux Jeux Olympiques. Mais j'ai fait la préparation, parce que ce jour-là, il était dans un... Alors, aux Jeux Olympiques, c'était Avery Brundage qui était le président, l'Américain. Et puis, on est descendu pendant 8 jours chez Willy Dom, le président allemand. Et le président allemand, il nous a regardé dans sa villa, et on a préparé les commissions. Moi, j'étais dans une commission technique. J'étais dans une commission technique du 200 mètres, avec un type qui avait été champion olympique, un Allemand qui s'appelait Germach. Il faut se rappeler, c'est très vieux. Mais enfin, je me rappelle de tout ça. Bon, à ce moment-là, déjà, professionnellement, j'étais astreint, je ne pouvais pas faire plus que ça. J'ai fait cette préparation de match. J'ai ouvert j'étais le jour de l'ouverture du stade de Munich, qui est le terrain actuel. Et il y avait Salé Rousse, qui m'a d'ailleurs laissé encore un petit mot. Enfin, ils avaient ouvert ce stade, l'Allemagne contre la Russie. Alors, nous, on préparait les jeux, et en même temps, on avait fait... Mais enfin, quand on voyait Haj Mohamed Benjeloun au Maroc, dans l'humilité qu'il vivait, et quand on montait, on faisait des voyages en avion avec lui, et il passait sur n'importe quelle ville, à Prague, il appelait le maire, il est connu partout. Il était connu partout. Il avait une aura bien différente de ce que les Marocains lui ont donné. Alors, il avait une aura bien différente que ceux que les Marocains lui ont donnés. À propos de Haj Mohamed Benjeloun. Moi, je retiendrai aussi autre chose très important. Il dit, en rugby, ce n'est pas le poids qui compte, ce sont les assises. Parce qu'en fait, c'est vrai, quand on voit les Boukja, par exemple... C'était plus, pas le plus centre de gravité est bas et plus difficile de te plaquer. Oui. La Maurit, tu veux dire quelque chose? Oui, justement, Tu t'es fait plaquer par un Boukja? Non. Moi, j'ai un mauvais souvenir, je garderai peut-être toute ma vie. C'est on jouait une demi-finale à Rabat et qu'à la dernière minute, on était arbitré par Sam. C'était la finale de la Coupe du Trône. Je prends un ballon et entre les poteaux, je plonge. Et à côté, il y avait le
petit de taille lui aussi, Brada. Ouais. Docteur Brada, Mounir. Docteur Brada, Docteur Et Mounir. le ballon, et je n'ai pas marqué l'essai. Et ça, ça m'a marqué. C'est une marque. c'est vrai, ça arrive. Ouais, Moi, il m'est justement, arrivé à peu près la même chose à Khoribga, justement, avec un petit gringalet qui m'a plaqué, alors que les copains me disaient aplati, parce que j'étais presque arrivé. Et puis... Ça m'a marqué. Ouais. Mais justement, je travaillais autour de la ceinture, tu vois. Donc... Gégé avait cette qualité de coach. Il était extraordinaire. Il était sur la touche, il avait une gestuelle, justement, parce qu'Aziz a parlé de gestuelle, il se frottait les mains. Oui. Et le geste de se frotter les mains, déjà, était un geste de satisfaction. Ouais. Donc, sans vous parler, il vous passe le message. Un. Deux, c'est vrai que le Coq, c'était une équipe dure. Au début des années 70 jusqu'en 73, 74, pour nous, c'était le cauchemar. Et je vais vous faire une confidence. Le cauchemar. Oui, mais on était l'équipe athlétique, vraiment 90 kilos, les Kana, les Saddam, les Mosley, les Hamid Khabar. Tous des balèzes. Que des athlètes. Il n'y avait que des athlètes. Des athlètes. Abdelkrim aussi, c'est un bel athlète encore. Oui, lui, il disait beaucoup de choses sur nous, d'ailleurs. Et en face, il y avait cette équipe du Coq, c'est vrai, même les grands étaient slougis. Chamouche, par exemple. Même Jafar. Le Ruc, c'était le Chamouche, temps de c'est vrai. Oui, même les grands étaient slougis. Je te jure, Lino, qu'on faisait des séances d'entraînement spéciales avec notre phénomène aussi, Robert Fels. On faisait des séances spéciales pour contrecarrer justement le jeu à la main. Pour moi, c'était... je vais vous faire quelque chose de très... C'était la Barça. Ouais. C'était vraiment la Barça du rugby à l'époque. Le Barça du rugby. C'était très difficile de les arrêter, ces gens. Et Bambou faisait de nous ce qu'il voulait. Voilà. Bon, ceci dit, on était harassés de temps en temps. Moi, je voulais rappeler, parce que quand on réfléchit à ce qui se passe maintenant, Lino, on ne peut pas s'empêcher de penser à cette ambiance qu'on avait au début des années 70. Moi, la raison mais est simple. écoute, je vais te dire, chauffe. L'Amoury, aujourd'hui, ceux qui dirigent le rugby aujourd'hui, ils ne méritent même pas qu'on les cite. C'est dommage. Tu vois ce que je veux dire. C'est dommage. On fera une autre émission, bien si sûr. Tu veux, sur le rugby. Mais franchement, nous, alors, on est entre copains. Ouais. On est là pour saluer la mémoire d'un autre copain. Et franchement, pour justement... Oui, mais on est là aussi pour tirer des leçons. Oui. Pourquoi ça marchait? Pourquoi il y avait cette ambiance? Parce qu'il y avait des icônes. Parce qu'on avait des gens, des leaders comme Gégé, comme Ahmed Chtiti. Non, et puis il y a autre chose, il y a Riri Rodriguez qui va me justement Laraki. Alors justement, tu vas en équipe nationale ce que faisait justement Laraki et l'ancien président et GG. Comment vous vous déplaciez? On se déplaçait, c'était toujours GG qui payait avec Laraki. Ouais. C'était des billets d'avion. Et même des billets d'avion, c'est pas. C'était une vingtaine au moins. Ils n'ont pas payé pour le Coq, ils ont payé pour l'équipe du Maroc. L'équipe nationale. Parce que le ministère n'avait pas débloqué les chèques pour prendre les billets d'avion. C'est Laraki et Taruxan qui ont payé les billets d'avion. Vous étiez combien? 20, 25 ou plus même? 22 billets. 23, 25 avec les dirigeants. Et c'était pour aller où? C'était plusieurs déplacements. Il y a eu même un déplacement qui a été fait au Portugal. Oui. En voiture, il y a eu l'accident. En voiture, malheureusement, il y a eu deux blessés graves. Oui. Et Hamdi. Oui. Alors, voilà, c'est pour dire à l'époque, parce que maintenant, aujourd'hui, les dirigeants, qu'est-ce qu'ils font? Je m'étais promis de ne pas parler des dirigeants d'aujourd'hui, mais les dirigeants, pas uniquement du rugby, en fait, ils sont toujours en train de pleurer au ministère. Ministère, voilà, on n'a pas les fonds, on n'a pas les trucs, etc. Mais aujourd'hui, des dirigeants comme Laraki ou comme Gégé Tarusan qui prennent leur chéquier et qui disent je vais avancer, ne serait-ce que je vais avancer. Attends, eux, ils avançaient à fond perdu parce qu'ils ne récupéraient plus leur fric. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Les intérêts, alors, Saïd Bouhajab, il veut rajouter quelque chose justement sur cet argument-là. Saïd? Oui, justement, moi je rappelle, comme ils ont dit tous mes amis là, quand on devait faire un déplacement, il n'y avait jamais de bus. C'était les joueurs ou le dirigeant, chacun il prenait 3-4 joueurs avec eux dans la voiture et il payait l'essence de sa voiture, il nous faisait manger, il dépensait tout. Aujourd'hui, moi j'ai un club, le Rameau, je finance ce club à 100% de ma poche. Et même les dirigeants du Rameau, quand il y a un déplacement, je leur paye les frais de déplacement, je leur donne à manger. Donc l'esprit d'avant n'existe plus malheureusement. Je me rappelle avant, quand on partait avec Gégé en voiture, c'était... Mais là, c'est ta faute. Mais c'était...
C'est ta faute, là, ça y est. Comment je vais faire? C'est Dis-moi ta faute. Comment je vais faire? Qu'est-ce que tu as comme mec dans ton comité, alors? Si ben- le gars, il n'est même pas fichu de payer ben, son ben, repas, ben, ben, et je de vais te payer dire- le repas, je vais comme te dire- nous, quand on était junior, par exemple, avec le ben, CAF, je vais te tu dire sais que pourquoi. c'était un joueur de l'équipe première qui te payait ton repas? Je vais te dire Parce qu'on pourquoi. était assis, un junior, un grand, un junior, un senior, un junior, Je vais un te- senior. je vais te dire Au pourquoi. resto? Je vais te dire pourquoi. Parce que de mon comité, là où il y a mon club, il n'y a pas le, si tu veux, donc l'éducation du rugby. C'est moi qui ai amené le rugby dans cette région. Si vous prenez le coq et le ruc, bien sûr, tous les dirigeants, ils ont joué au rugby. Ils ont acquis ces valeurs de Tarusan, de Cantarel et des autres. Moi, j'y suis le seul dans cette région là-bas qui a pris les bonnes manières, les bonnes choses de Tarusan et des autres. Donc, tous ceux qui sont avec moi n'ont jamais joué au rugby. Ouais, mais attends. Quand Mais donc, justement, moi, je fais un appel aux anciens de venir m'aider un peu au rameau. C'est eux qui ont côtoyé Tarusan. Pourquoi au rameau et au coq et au ruc et au coq? Non, parce que là, il y a la Rameau, pépinière là-bas. Il y a la pépinière là-bas. Grâce à Dieu, il y a la pépinière. Le RUC aussi, il a besoin, parce que le RUC, je voyais que, justement, il parle même de dissoudre la section rugby du... Même moi aussi, je vais dissoudre le rameau. Bon. Moi, je voudrais ajouter juste une chose très importante. Tout à l'heure, on parlait du rôle de GG. Il ne faut pas oublier au coq qu'il a toujours été associé à un très, très, très grand monsieur que je salue, que nous saluons tous, c'est M. Abdelhaï Haraki, qui a énormément fait aussi pour les jeunes du rugby. Énormément fait. Et ça... Je sais. C'était un binôme, presque un binôme indissociable. Ils étaient très complémentaires. Ouais. Ils étaient très complémentaires. Ouais. Et tout à l'heure, peut-être que j'aurais contouré 2 anecdotes, mais sinon, du temps de l'Araki et de Gégé, il y avait la passion. Il y avait la passion du rugby, la passion des retrouvailles, de se retrouver autour d'un repas après un match. Moi, je me rappelle des fois, on jouait des finales contre le RUC, et après, on faisait la 3e mi-temps avec les gens du RUC. Ouais. Qu'on avait battu ou qu'on les avait battus. Ouais. On se retrouvait ensemble. Ouais, c'est toujours comme ça. Mais maintenant, ceux qui ici, peut-être pas, mais ça s'est perdu. Ceux qui parlent de Non, mais maintenant, ils n'ont pas d'argent pour se payer le repas. Déjà, ils vont payer aux copains après, aux vaincus, aux vainqueurs. À part ça, Lino, c'est que quand tu entends parler ces gens-là, beaucoup de ces gens-là, ils te parlent de passion. C'est pas une passion. Ouais, non. C'est pas sûr. une passion. Alors, on va écouter, pour conclure cette première heure d'émission, on va écouter Jacques Brel, Quand on n'a que l'amour. Quand on n'a que l'amour. Alors, 2e heure de ce Lino Café dédié à Gégé Tarusan, avec Moussa Darsma, avec Nasser Bougja, avec Henri Rodriguez, avec Saïd Bouhajeb, avec Abdelatif Ouasfi, avec Miloud Hafil et Abdelkrim Lamouri. Alors, est-ce qu'on peut dire que Millau est jumelé à Casablanca ou jumelé au coq ou jumelé au rugby marocain? Millau. Absolument. Parce que vous êtes plusieurs à avoir joué à Millau. Bon, il y a d'abord Rodriguez qui a joué le premier à Millau. Ensuite, il y a les frères Bougja. Alors, Millau, c'était comment? Millau, c'était l'équipe de Gégé Tarusan. Mais quand tu arrives de Casablanca, quand même, Millau... j'étais reçu parce que les gens m'attendaient. Tarusan avait téléphoné. Il y avait Tarusan et M. Vessier. Vessier, c'était le gars qui avait les dents en or. Alors, c'est un dirigeant du coq. L'équipe de Millau, c'était la succursale du coq. La succurale, alors. Ah ben oui. Ouais. La succursale ou la filiale? Ou la filiale, plutôt. Allez, la filiale ou la filiale, ouais. Donc, parce que du coq, vous passiez à Millau. Donc, en 82, il y avait... nous, dans Mars Attack, on passe beaucoup du coq à l'âne. Ouais. Mais là, vous êtes passé du coq à Millau, là. Et donc... on salue Modric, au passage. Donc. Il y avait en 82, on a joué, il y avait Aziz Karmouchi, le fameux Karmouchi demi-de-mêlée, l'un des plus grands demi-de-mêlée avec Fayache, qu'on a eu dans toute l'histoire qu'on a vécu. Et il y avait aussi, à un moment, il y avait Bouzillard aussi qui a joué, qui était pilier, qui était du coq. Et bon, Zaoui, c'était bien avant, parce que Zaoui, c'était une génération avant, donc c'était dans les années 70. Nous, c'est les années 80. Ouais. Donc il y avait Karmouchi, moi-même, Aziz, et Mgamar, bien sûr, avant. Mgamar, à partir des années 70. Et nous, on est venus juste après. Alors, on était étudiants à Toulouse. Est-ce que la corniche ne vous manquait pas à Millau? Parce qu'attendez, les gars, c'est un coin. Quand vous débarquez à Millau, avec tout le respect,
Saïd Boukhajeb, tu veux parler quoi? De la corniche ou tu veux parler Non, pourquoi Millau? Je veux dire pourquoi Millau. Parce que Millau, c'était la capitale de la tannerie, du cuir en France. Et que Tarisson travaillait à l'Ossamatam. Et quand il est venu à l'Ossamatam, il est venu parce qu'il avait une grande expérience à partir de Millau. Donc quand il envoyait. Donc le lien, c'était le cuir. C'était toujours à l'Ossamatam. C'est vrai. Parce que Millau, c'était la capitale du cuir en France. Voilà. Comme Thiers, qui est la capitale du couteau. Ouais. Autant Mazarin. C'est pour ça que c'est Millau. Non, c'est vrai que Millau, bon, maintenant on plaisante, évidemment, bien sûr. Mais Millau, dans l'Aveyron, c'est quand même... Comme tu dis, bon, c'est un centre très important pour tout ce qui est l'industrie. Il y a Rodez qui fait un peu d'ombre à Millau, mais effectivement, il y a eu... Rodez a flirté avec le haut niveau. Même Millau aussi, ils avaient une excellente équipe dans les années 70. Quand c'était amateur, c'était encore... Alors, Moussa, tu connais Millau, toi? Oui, plusieurs fois, parce qu'ils étaient dans notre groupe, si je me souviens bien, 78, 79. Oui, deux ans de suite, on était dans le même pool parce qu'à l'époque, il y avait groupe A et groupe B. Et j'ai joué au moins 4 fois contre cette équipe. Et en face de moi, j'avais des camarades juniors comme Lamkamar, comme Zawi. J'ai gardé un bon souvenir de cette ville parce que c'est une ville, c'est un grand village, si on veut dire. Et c'est une grande équipe parce qu'il y avait des grands joueurs. Voilà ce que je peux témoigner. Alors, Millau, quel est le meilleur souvenir que vous avez de Millau? Nasser, un souvenir de Millau? Une anecdote, un souvenir. Le souvenir de Millau, c'est que... Un samedi soir, par exemple. C'était en hiver. Je me raconte. Ah, c'est en hiver. Ah, d'accord. C'était en hiver. Et comme on était à Toulouse, et le club mettait une voiture à notre disposition. C'est vrai que vous étudiez à Toulouse. À Toulouse, Karmouchi, Rachid, Aziz et moi, on était à Toulouse à l'université. Et donc, on partait le vendredi. Évidemment, pour pouvoir s'entraîner, donc on partait et à l'époque, il n'y avait pas le pont, il y avait pas on mettait 2h30 pour voire 3h, alors que maintenant on met 1h30. Donc on partait le vendredi, on s'entraînait le vendredi soir et on passait le week-end. Et un week-end, il a tellement neigé qu'il n'y a pas eu match. Et après, bon, il n'y a pas eu match. On a pris la voiture, il y avait Karmouchi derrière, et on revient sur Toulouse. Et il y a un moment, la voiture, elle fait un tête à queue. Ouais. Hein, parce que le verglas, on ne connaît pas ça ici. Nous, hein. Et Karmouchi, il était pieds nus. Il avait enlevé ses chaussures, il était avec ses chaussettes. Et je ne sais pas comment il a réussi à descendre en une fraction de seconde. Il a eu tellement peur qu'il est sorti. Je l'ai vu, il était à l'extérieur. Je lui ai dit, mais Rachid, comment t'as fait? Il m'a dit, je ne sais pas. Alors, une autre anecdote, Rodriguez, une autre anecdote sur Millau. Un bon souvenir. J'étais militaire. Donc Millau, on voyait le... C'était recommandé, toi. Tu étais recommandé, toi. J'étais recommandé par Tarisson et par un gars du Casablancais qui va faire le service à Millau. Non, j'étais pas Millau, moi j'étais à Carcassonne. Ah, tu étais à Carcassonne, ouais. J'ai joué dans l'équipe de Millau pendant... C'est-à-dire, c'est la première fois que Millau était remonté en 3e division. Ouais. Voilà. Ouais. On a fait aussi des tournées. La dernière tournée, c'était en 83. L'équipe nationale a fait une tournée dans l'Aveyron. On avait eu plusieurs matchs pour préparer justement les Jeux méditerranéens. Et on avait été reçus, bien sûr, par tous les gens de Rodez, Millau. C'est-à-dire, franchement, Millau et le rugby marocain, c'est toute une histoire, en fait. C'est toute une histoire. Grâce, évidemment, à Alors, le Coq et Millau, vous avez gardé toujours de bons souvenirs? Vous êtes jumelés, déjà, au niveau des clubs? Pas jumelé, mais c'est pas la peine parce que c'est un fil direct. Naturel, quoi. C'est naturel. C'est un jumelage, je dirais, naturel. Alors on va dans quelques minutes, on va aller à Millau justement, où on va retrouver Philippe Tarusson. Hein. Et on peut parler de Fumel aussi, qui a été plus ou moins lié aussi au rugby marocain. Fumel, un peu moins peut-être. Ouais. Relativement. Par la présence de Moumen. Il y a un moment, il y a eu Doukali qui jouait à Fumel. Oui. Non, mais il y a eu Doukali, Ramaoun, il y a eu Toumert aussi, Toumert qui joue au Coq. Alors nous avons Philippe en ligne. Philippe, bonjour. Bonjour, oui, je suis en ligne de Millau, oui, je vous écoute. Hein, alors écoute, bon, évidemment, moi je les ai un petit peu chambrés, là. Je leur ai dit, est-ce que la corniche ne vous manquait pas à Millau? Ils m'ont dit non, en fait, c'est un gros village où on était très bien. Oui, c'est vrai que c'est notre vie, mais... C'est notre vie, hein, pour nous Casablancais, pour toi Casablancais aussi. Hein, donc, Ah ben oui, mais Casablanca, ça a été quand même un moment de mon adolescence, et un moment de ma jeunesse, c'est quand même important.
Et donc nous, on avait l'occasion avec mon père qui nous permettait d'aller à la piscine à l'époque à Miami, à Côte-Tiki. Et donc c'était des parties de volleyball et des parties de plaisir quand on était jeune. Et donc la corniche, ça laisse des traces. Et quand je vais toujours à Casa, c'est impossible de ne pas penser à la corniche ni d'aller à la corniche. Alors, ton père, Gégé, bon, inutile de dire que le Maroc lui a toujours manqué, non? Peut-être ces derniers temps, ces dernières années ou... Ah, mais mon père est arrivé au Maroc en 57. Il a quitté le Maroc en 2007 parce qu'il avait des problèmes de santé. Il fallait qu'il se soigne. Mais mon père, sa vie, ça a été le Maroc. Il a passé toute sa carrière professionnelle, même, et la très très grande partie de sa carrière sportive et régulière à Casablanca et au Maroc. Et le Maroc, pour lui, ça a été quelque chose de très, 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 très important. Ouais. Et donc le rugby marocain en particulier, puisque j'ai vu tout à l'heure que vous faisiez l'éloge un petit peu de tout ça. C'est vrai que mon père a été fortement marqué par le rugby marocain. Et il a été d'ailleurs très, très fier à l'époque de porter les couleurs marocaines, hein, et même de s'occuper de la sélection marocaine. Alors, parfois, vous étiez les quatre, c'est-à-dire Gégé, Jean-Marc, Philippe et Bernard, donc, toi et Bernard. Donc, vous étiez les quatre à évoluer au même moment dans la même équipe. Eh oui. Alors, Philippe, pourquoi Jean-Marc, vous l'avez surnommé Poulos? Oh, c'était tout simple parce que Jean-Marc, mon frère, était plutôt mince, et donc les joueurs à l'époque disaient qu'il avait la peau et l'os. Ah, la peau sur les os. Et donc, Poulos. Par déformation un petit peu d'action, c'était plus facile phonétiquement de dire Poulos que Polos, et c'est devenu Poulos, et ça lui est resté. Voilà. Ouais. Tout simplement. Ouais. Alors, Tiff. Oui. Alors, non, Tiff, tu veux intervenir, Tiff? Non. Poulos? Ah bon, non, j'ai vu que tu as levé le doigt comme à l'école, non, parce que... Alors, je ne sais pas si tu peux nous voir sur Internet, là. Tu sais que tu peux voir l'image aussi, hein? Tu nous vois, là? Non, je ne vois pas l'image sur Internet, j'entends, mais Ah, d'accord. Je vais voir si ma femme peut trouver. Peut trouver. Ouais. Vous pouvez voir l'image aussi, donc sur. Alors, ou peut-être sur une application, peut-être téléphonique, sur un smartphone, tu peux voir l'image probablement. T'es pas vieux jeu quand même. Ils peuvent voir l'image. Est-ce qu'on peut voir l'image, Absamad? On peut voir l'image sur le site www.radiomars.ma. Donc, il y a l'image. Où est-ce qu'il doit cliquer? Sur Mars TV? Web TV. Sur Web TV. Tu cliques sur Web TV et tu vas revoir tous les copains, là, tous les anciens. Tu vas voir tous les beaux gosses, là. Elle va le faire. Hein? Tu vas voir tous les beaux gosses. Alors, Philippe, quel rapport vous aviez avec Gégé, avec votre papa, au niveau du rugby? C'est-à-dire, bon, je sais que lui, il faisait jamais le favoritisme, donc si vous étiez bon, vous jouez, si vous n'étiez pas bon, vous ne jouiez pas. Bon, mais je sais qu'il attendait beaucoup de vous. Et comme disait Tiff, parfois il vous engueulait à vous pour pas engueuler le reste de l'équipe. Est-ce que c'est vrai? Oh, je ne sais pas si ça va jusque-là, mais je sais que mon père était très exigeant sur nos prestations le dimanche. Et pour raconter un peu dans le détail, on avait ces fameux repas le dimanche soir au restaurant, parce mon père avait l'habitude d'aller au restaurant ensemble. On allait au restaurant ensemble tous les dimanches soirs, après le match. Et on avait droit, donc, effectivement, là, à ce moment-là, une analyse et une critique sur nos prestations. Et donc, c'était le traditionnel toutes les semaines. Ouais. Donc, il était très exigeant. Et il voulait qu'on soit toujours très performant, comme lui a été toujours dans la recherche de la performance et d'être le meilleur. Donc il voulait que ce soit le cas. Donc il a tout fait pour qu'on joue au rugby, il a tout fait pour qu'on progresse. Et il a été très très fier le jour où... Et donc c'était le traditionnel toutes les semaines. Ouais. Donc il était très exigeant. L'a rappelé au cours de ses obstacles. C'était en 1969 à Oujda. On est allé avec le coq et mes deux frères, mon père et moi, on est rentrés sur le terrain pour la première fois. Et donc mon père était très 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 fier de ce moment, et voilà. Hein. Ouais. Donc là c'était très important le rugby pour nous, très important. On s'entraînait 2 fois par semaine, le dimanche, et donc c'était sa vie, et ça a été sa vie tout le temps. Alors Philippe, est-ce qu'il y a une anecdote qui lui revenait souvent à l'esprit, dont il parlait souvent, quelque chose qu'il avait fait ou quelque chose qu'il avait vécu au Maroc et qui lui revenait souvent à l'esprit? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as mémoire de quelque chose de ce genre?
Comme ça, je sais pas exactement, mais je sais que par exemple, mon père, quand il était il aimait conduire très vite, hein, donc il avait toujours une voiture qui allait assez vite. Et comme à l'époque, ils organisaient les déplacements du coq, on faisait pratiquement tout en voiture, c'était quand même parfois difficile de participer et d'aller dans sa voiture pour aller à Marrakech ou pour aller ailleurs. Vous faisiez ça, Philippe, vous faisiez ça au tirage au sort ou personne ne voulait monter avec lui? Ouais, c'était un petit peu le hasard. Donc je vois les images, c'est très très bien, c'est sympathique. Ouais. Voilà. Ouais. Et des regrets, est-ce qu'il a eu un regret? Est-ce qu'il t'a dit, voilà, c'est un truc que j'aurais voulu faire et que j'ai pas pu faire au Maroc? Il y a un regret? Est-ce qu'il a eu je crois pas, c'est quelqu'un qui se plaignait jamais de toute façon, hein, mais est-ce qu'il a eu un regret ou... Je crois pas. Peut-être que le coq n'a jamais été champion du Maroc, peut-être. Oui. Et ça nous en peut marquer. Philippe, t'as la mémoire courte ou quoi? Attends, alors là, t'as coach Wasfi qui s'insurge. Quand on était là, nous, on n'a jamais été champion du Maroc dans les années 70. Eh oui. Et on était toujours battus à l'époque par le CAF ou par le RUC. Et la SPTTR aussi, Et la SPTTR, exactement, qui était quand même une grosse cylindrée. Non, mais tu sais, il se chauffe tout de suite, Wasfi, parce que tout de suite, on sait que c'est vrai que le coq a été champion, mais il parle de leur époque. 76, ouais. Bien évidemment, je parle de mon époque et de l'époque de mon père. Hein. Quand on jouait, hein. Donc on n'a jamais été champion du Maroc. Alors, on a gagné la coupe, mais jamais le championnat. Oui. Qui veut poser une question à Philippe? Qui veut parler à Philippe? Un coucou. Henri, tu veux dire quelque chose à Philippe? Philippe. Ouais. Philippe. Rodriguez, Riri. Bonjour Philippe, ça va? Bonjour Riri, ça me fait plaisir de t'avoir. Ah putain, moi aussi, ouais. Ça va? Ouais, très très bien, et toi? Tu viens jamais au Maroc? Mais je suis pas venu depuis quelques années déjà, effectivement. La villa, il n'y a personne dans la villa? Non, elle est gardée, mais il n'y a personne. Oui, il y a le gardien, c'est ça. Je le vois de temps en temps. Ouais. Et Riri veut t'acheter la villa. Non. On va faire, Philippe, on va faire une transaction immobilière en ligne, là, en direct. Et Lino, pour ton information, la villa, elle est adossée à une boîte de nuit. Hein. Ouais, je sais. Ouais, sur la côte, ça peut être que ça. Ouais. Philippe, c'est Nasser. Est-ce que ça va? Tu vas bien? Nasser. Oui, ça va très bien, merci. Est-ce que tu continues à t'occuper un peu de sport, de rugby ou d'autres disciplines? Ça a été aussi un très grand moment de ma vie professionnelle, puisque quand j'ai eu mon diplôme de prof d'éducation physique, j'ai été muté pendant 20 ans à la Fédération française de rugby et détaché au ministère des Sports pour m'occuper du rugby en tant que garde technique. Ce qu'on appelait à l'époque CTR, Conseil technique et régional. Et je me suis occupé du rugby pendant très longtemps. Et j'en ai même pendant 2 ans, je me suis occupé de l'équipe du Maroc en 88, à l'époque où Benazi s'est exprimé et il a été découvert. Donc après, moi j'ai entraîné Strasbourg en première division, en Pro B pendant plusieurs années, et j'ai entraîné Millau, j'ai entraîné Rodez, donc j'ai eu quand même une activité rugby. Ça fait que depuis 3 ou 4 ans que j'ai arrêté mes activités rugby. Mais le rugby, ça a été très important pour moi. Donc maintenant, tu serais prêt à collaborer et amener ta contribution au rugby marocain, alors, qui a besoin de... Ah oui, je l'ai fait par le passé avec beaucoup de passion et beaucoup d'intérêt, et je serais prêt encore effectivement à être le relais si ma personne peut aider le développement du rugby marocain. Ah ben c'est sympa à toi, Philippe. C'est noté, Philippe. Philippe, écoute, on te serre très fort et puis on te dit à très bientôt. Mais il faut nous promettre de venir avec ta petite famille ici, hein. Ouais. Et amener les frangins aussi. Ouais, j'en profite quand même que vous m'appeliez pour témoigner quand même toute la reconnaissance de toute ma famille, des manifestations de tous les Marocains qui nous ont envoyé des textos, qui nous ont téléphoné, qui nous ont montré leur compassion, et donc vraiment, on a été tous très touchés à Millau. Et donc ça, c'est quelque chose de très important. Et comme vous disiez tout à l'heure, le rugby, dans les années 70, ils avaient une certaine convivialité, une certaine chaleur.
encore. Et bien là, on a eu encore la preuve aujourd'hui par le décès de mon père. C'est la moindre des choses, Philippe. Hein. C'est la moindre des choses pour un grand monsieur. Voilà. C'est la moindre des choses qu'on pouvait faire pour ce grand monsieur qui était votre papa, qui était notre papa spirituel aussi. Ouais. Et puis, qui était un homme généreux et qui a aimé vraiment, je vous le dis, le rugby marocain, je vous le dis. C'est vrai. Voilà. Merci Philippe. Et embrasse tout le monde, tes frérots, voilà, et toute la famille. Très bien, merci beaucoup. Alors c'était Philippe Tarusson, donc on avait qui est un des 3 fils de l'aîné, qui est l'aîné, un des 4 fils, parce qu'il a 4 fils et une fille. Donc il a 63 ans, il a voilà, et Bernard est son cadet de 2 ans. Voilà, donc on va écouter un petit peu, on va écouter Yves Montand quand même pour reprendre un peu nos esprits là, hein, non, hein, les gars. On va écouter un petit Yves Montand, hein, ouais, pour nous remonter un peu. Bicyclette. Non, pas bicyclette. Non, c'est mieux encore. C'est si bon de se retrouver entre copains. C'est si bon. Oui, mais c'est si bon de partir n'importe où, bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons. C'est si bon de se dire des mots doux, des petits rien du tout, mais qui en disent long, en voyant notre mine ravie. Les passants dans la rue nous envient. C'est si bon de guetter dans ses yeux un espoir merveilleux qui me donne le frisson. C'est si bon, ces petites sensations, ça vaut mieux qu'un million. Tellement, tellement c'est bon. Vous devinez quel bonheur est le nôtre. Et si je l'aime, vous comprenez pourquoi. Elle m'enivre et je n'en veux plus d'autre, car elle est toutes les femmes à la fois. Elle me fait oh, elle me fait ah. C'est si bon de pouvoir l'embrasser et puis de recommencer à la moindre occasion. C'est si bon de jouer du piano tout le long de son dos, tandis que nous dansons. C'est inouï ce qu'elle a pour séduire, sans parler de ce que je ne peux pas dire. C'est si bon quand je la tiens dans mes bras, de me dire que tout ça, c'est à moi pour de bon. C'est si bon. Et si nous nous aimons, cherchez pas la raison. C'est parce que c'est si bon. C'est parce que c'est si bon. C'est parce que c'est trop bon. Alors, franchement, on n'a pas l'impression d'avoir fait déjà 3 quarts de l'émission. On a eu à peu près 1h30 d'émission. Ce qu'il faudrait, c'est que de temps en temps, on se retrouve là. Alors, justement, déjà, on a décidé, et là, on fait le serment. Hein. On a les auditrices et les auditeurs de Radio Mars qui sont témoins. Donc, c'est celle de nous retrouver au moins une fois par mois chez Moussa. Hein. Voilà. Hein, c'est vrai. C'est la moindre des choses. Hein, parce que c'est vrai, parce que finalement, on se retrouve comme ça par hasard. Et je dis vraiment, le hasard fait bien les choses, parce que là, on est heureux d'avoir Miloud avec nous ce matin, puisque en fait... Alors, tu es du quartier, Miloud? Est-ce que tu es du quartier? Non, c'est du quartier de... Et qu'est-ce que tu es venu faire à Avenue des Phares, alors?
Tu savais que Rodriguez était là, que les Kossis étaient là, que tout le monde était là? En tout cas, moi, je suis Herbati parce que au début, j'étais au Stade Marcan Chimino. Ouais. Après l'Aspeter, j'ai muté au Coq, à Casa. Non, alors explique-moi. Qu'est-ce que tu es venu faire à 8h15, 8h dans le quartier? Il était informé qu'il y avait... Est-ce qu'il y a quelque chose, une force qui t'a tiré vers l'avenue des Phares ce matin? Rodriguez. Ah, mais il t'a pas dit qu'on se voyait là? Non, il n'a pas dit. Donc c'est vraiment le pur des hasards. Alors moi, je pense qu'il est difficile de rendre hommage à Gégé sans parler d'un autre grande figure du rugby marocain, qui lui aussi était entier, hein, peut-être un peu plus impulsif, peut-être que Gégé, beaucoup plus impulsif, mais en fait il formait une bonne paire, hein, les deux. C'est Pierre Alessandri. Pierre Alexandri, de mathématiques. Qui était prof de maths de mathématiques. Ouais. Ouais. Et qui était aussi un amoureux fou du rugby. Ouais. Mais c'était épique quand on le voyait commenter un match. Et il a joué jusqu'à 50 ans, il continue à jouer, oui, Alex. Oui. 50, il a continué à jouer. Avec les réserves. Et il voulait pas. Je me voulait souviens pas qu'il arrêter. avait pris ma place en finale parce qu'il y avait les réserves à l'époque. J'étais encore jeune, j'avais peut-être 18 ans. Il m'a dit, Nasser, tu auras l'occasion de jouer des finales. C'est les Dégage, laisse-moi ta place. Il faut dire qu'à l'époque, il n'y avait pas de remplaçant. C'était 15. Ah bah oui. Si tu avais un blessé, ça y est. C'était terminé. Donc il y avait 15 qui jouaient, les autres, c'est terminé. Et c'est vrai que Alex et Gégé, il fallait les voir parler. C'était à la Pagnol, quoi. Tu voyais deux personnages pas opposés, mais qui avaient la même passion, mais qui n'avaient pas la même vision. Ouais. C'était extraordinaire. Ni la même élocution aussi. Bien sûr, bien sûr. C'était des moments vraiment inoubliables. Hein, quand on les, moi, je me rappelle. Alors, je me rappelle d'Alex. Alex, quand il jouait, généralement, il y avait l'équipe réserve qui jouait en levée de rideau. Et Alex jouant avec la réserve. Et quand il terminait, tous les joueurs de la réserve, ils allaient prendre leur douche. Lui, non. Lui, il faisait le tour du terrain en maillot. S'il y en a un qui se blesse à l'échauffement, il prend sa place. Non. C'était sa manière. Il était un peu dragueur, un peu. Il était ça. Mais je me rappelle aussi d'une anecdote avec Gégé. C'est une fois, un samedi soir, Gégé nous donne rendez-vous au Coq pour annoncer la formation. Et une fois arrivé au Coq, il annonce la formation. Il ne met pas Alex. Il n'y a pas Alex. Oh là Alex était choqué. Il en voulait à Gégé. Et à un moment donné, il a dit à Gégé devant tout le monde, pourquoi je ne joue pas? Et Gégé, il a eu cette réflexion. Il lui a dit, mais écoute Alex, tu cours à 2 à l'heure. Avec sa feinte. Il faisait semblant de faire la feinte. Son éternel feinte. Il faisait comme ça. La pince, il avançait. Un petit mot sur de toute façon, il faut dire que c'est vrai, il avait déjà 40 ans, déjà à l'époque. Hein. Plus que 40 ans, il avait déjà. Donc, c'était l'homme à battre tous les matchs. Ouais. Tous les matchs, toutes les équipes tapaient sur Alex. Ouais. D'ailleurs, il y avait eu un match entre l'ASC et le Coq. Et ils avaient mis un gars pour s'occuper d'Alex. Uniquement d'Alex. Il s'appelait Redoute. Le lendemain, il a sorti dans les journaux gros. Quand je jouerai contre mon ami R, je me munirai de mon casque et mon rétroviseur. Et il a eu des merdes après avec les gens de la police parce que la SC c'était la police et sa voiture était signalée à chaque carrefour. Signalé quand il passait les types, il arrêtait qui passe au feu rouge. Moi je me rappelle de il écrit, je me rappelle pas, il est écrit dans le journal de Petit Marocain au nom de Bergerac. Oui, Bergerac, bien sûr, c'était lui qui signait Bergerac, tous les papiers. Et il y avait Bayonne aussi. Jackie Bayonne. Enfin, il s'appelait pas Bayonne, il s'appelait Lavignas. Jacques Lavignas. Qui était prof. Son épouse qui était prof. Et lui était prof d'histoire géo, lui. Exact. Et sa femme aussi. Ouais. Et c'était des grands mordus du rugby. Il écrivait un article sur le rugby. Ouais. Et c'était vraiment c'était des articles. Mais tu sais que il a écrit beaucoup de livres. Hein.
Il signait C'est Bayern. un écrivain, et puis c'est un passionné de tauromachie. Il a écrit deux ou trois bouquins sur des toreros, sur des toréadors espagnols et tout ça, ou basques, tout simplement. Tu l'avais eu quand, Les Basques, oui. quand tu avais reçu la Boutati, on l'avait eu au téléphone ici. Oui, on l'a eu au téléphone. Ouais. Ça a été un bon moment. De faire un déplacement à Bayonne. Ouais, c'est vrai, à Boutati, on a toujours ça. Ouais, alors, Saïd. Bien, alors, si vous voulez qu'on parle un peu d'Alex, parce qu'Alex, d'abord, c'était un fou du rugby, un fou du coq, et c'était aussi un Marocain, mais alors là, à part entière, un vrai Marocain. Parce que la preuve, c'est que il a donné ses ordres à ce que, dans ton testament, quand il serait mort, il faut qu'on l'enterre avec le maillot de l'équipe du Maroc. Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est vraiment... Moi, je souhaiterais qu'on fasse une... Enfin, moi, je demande ça, monsieur... Oui, on peut à mon ami Farid Boko, qu'on organise, comme on a fait pour GG, on a fait pour Alex, parce que un Français, qui est enterré en France et qui demande à ce qu'il soit enterré avec la maillot d'équipe du Maroc, ça, c'est vraiment... Au niveau du ministère, il faudrait que le ministère envoie un courrier à sa famille, malgré que c'est un peu tard. Il faut qu'on parle de ce monsieur-là. Ouais. Parce qu'en France, il demande à être enterré avec le maillot d'équipe du Maroc. Que la fédération d'abord fasse son boulot. Mais les gens de la fédération... Il ne parlait pas de la fédération. Non, pour qu'on envoie le message. Non, mais les gens de la fédération n'ont pas connu ni Tarissan, nous on l'a connu, nous. Ils n'ont pas connu ni Tarissan, ni Alex, ni Cantarel. Pourquoi ils ont tous 35 ans, les patrons de rugby en ce moment. Ils auraient pu au moins envoyer les condoléances, le coq, pas au président, au coq. Moi j'ai téléphoné. Non, moi je parle, parce que quand même... Là, je suis d'accord avec toi. Il a été entraîneur de l'équipe nationale. Il a joué dans l'équipe nationale. Ouais, mais attends. Nasser, tu vas me dire maintenant que dans les archives de la Fédération royale marocaine de rugby, il y a encore un fichier où tu as tous les noms des entraîneurs de l'équipe nationale de rugby? Je pense pas. Lino, si vous permettez, tout à l'heure j'avais dit que Gérard Tarissan comptabilisait les points positifs. Ne comptabilisait pas ce qui est négatif. Du moment qu'on parle de Tarissan, comptabilisons ce qui est positif. Voilà, ce qui est positif, c'est que la Fédération royale marocaine du rugby se trompe de défunts, de morts. Non mais comptabilisons ce qui est positif. Comptabilisons ce qui est positif. Comptabilisons ce qui arrivera à un moment donné, on parlera d'autre chose. De toute façon, je vais vous dire, les points positifs, il n'y en a pas beaucoup, donc on ne parle pas de la Fédé aujourd'hui. Alors, Saïd Bourjab, il n'est pas content quand je dis non, il n'y a pas de points positifs. Il n'y a pas de points positifs, je répète. Non. Quand il y a des points positifs, vous me le dites. Vous me ferez signe. Moi, je me rappelle d'Alex en tant qu'arbitre. Et je crois que je me rappelle sa gestuelle. Alex se mettait à genoux parce qu'il aimait les spontanés, ça a duré à l'époque. Il se mettait à genoux. Je me rappelle de lui, mais c'était un véritable show. C'est l'image que j'ai d'Alex, c'est Alex en tant qu'arbitre. Ouais. On le prenait un petit peu pour une grande gueule, non, au RUC et au CAF. Oui, c'était une grande gueule. Tu ne pouvais pas le faire taire. Un tchatcheur, on le prenait pour un tchatcheur, comme on dit. Grosse gueule. C'est un grand. Mais bien sûr. la main sur le cœur. Oui, c'est sûr. Bon, mais pour nous, russistes ou bien cafistes, c'était l'homme d'en face. C'était le moins sympa des cosistes, tu vois. C'est vrai que oui, non mais c'est vrai ou non? Voilà, l'amourie. Au RUC, pour nous, il était sympa, mais tu vois, c'est... Par exemple, on apprécie toujours les Bourgeards, on apprécie les Moussards. Historiquement, tous les Français du coq étaient mal aimés ailleurs. Pourquoi tu dis ça? Pas du tout. Non, absolument. Pourquoi tu dis ça? Non. Il y avait une forme de respect, quoi qu'il en soit, les gens se respectaient. On était au-dessus. Il existait, mais... C'était une rivalité sur le terrain. S'il te plaît, si tu veux parler, tu parles dans le micro. On s'expliquait lors des matchs, mais je crois qu'on se respectait beaucoup. Voilà. Alors, développe. Moi, je développe ce que je dis, je maintiens ce que je dis. C'est que, par exemple, les Français qui ont joué au coq étaient mal vus par les autres Français des autres équipes. Oui, sûr. Dis-le. Moi, j'étais amorcé plusieurs fois par des gens du CAF qui me disaient « Tu es le seul Français parmi les Arabes. » Donc, si tu venais au CAF, tous les matchs, ce seraient des matchs Maroc-France. C'est des imbéciles qui te disaient ça. C'était tous des imbéciles, malheureusement. Non.
Mais il y a quelqu'un au CAF qui pouvait dire ça? Oui. Du temps de Louis Rey, par exemple? Oui. La présidence de Louis Rey? Oui, encore Oui, un monsieur. grand homme, Ray. Ouais. Hein? Eh oui. Attends. C'est l'un des membres fondateurs Après du... Ray. Attends, Non, non, non. Louis, Après Louis- Ray. Louis Rey, c'était quand même. Martinotti qui était arbitre Ouais. international. Oui. Martinotti était venu me voir. Et la Martinotti, veille il d'un n'est même match. pas français, lui, déjà. Déjà que le nom qu'il a, il n'était Ouais. pas français. Bon, Martinotti. il est venu me voir la veille du match en me disant demain tu joues pas. Ah bon? Je dis pourquoi? Parce que le CAF va te recruter toi et ton frère. Ah. Il dit même si je dois crever, mais je crèverai au coq. Voilà. Et tu es toujours au coq Et aujourd'hui. je suis toujours. Ben, c'est tout. Voilà. C'est vrai qu'il y avait ces petites rivalités, là. C'est... Ouais. Mais en plus, sur le jeu aussi. Ouais. Tout le monde attendait le derby. Le derby, c'était coq-ruc. Coq. Il y avait des derbies, coq-ruc, coq-caf. Police contre Bon. l'ASC. CAF, on est arrivé après. Hein. Et Ruc-Caf aussi. Oui, Ouais, attends. c'est- D'abord, les deux grands clubs de Casa, c'est Ruc-Coq. Hein. Ouais. C'est Coq-Ruc, le vrai derby. Après, le CAF est arrivé, après, l'AS Police est arrivé, après, tu comprends. Donc, l'ASC, tout ça. Lino, il faudrait peut-être qu'on dise comment est-ce que le coq, dans les années 70, arrivait à gagner de temps en temps le RUC. Hein. Ouais. Il faisait la bagarre, tout simplement. À la fin du match, il déclenchait la bagarre. Et une fois, Wahajib... Non. Attends. Ah, laisse-le parler, Saïd, laisse-le parler. Non, c'est faux. On On était les meilleurs. Oui. On était les meilleurs. Vous étiez Dans la peut-être bagarre. physiquement plus fort que nous, mais nous, on était les meilleurs. Dans la On bagarre était les généralisée. meilleurs. Alors une fois... La preuve, c'est la Coupe du Trône, la Coupe du Trône qu'on a gagnée à Rabat, il m'a fait casser le bras, et je suis parti en clinique, et j'ai mis le plâtre, et je suis revenu. Et le coq avait gagné la Coupe du Trône, et moi j'étais capitaine d'équipe, et j'ai pris la Coupe du Trône, et c'était... D'une seule main. D'une seule main. Et je suis revenu avec le plâtre. Pour te dire qu'on était très fort. Le coq était très Vaillant, fort. ils étaient Très, très vaillants, fort, le quoi. coq. Oui. On était vaillants, voilà. Une fois, Nous, on les battait toujours, de toute façon. Je reviens avec le plâtre. Mais on jouait une demi-finale, c'était la coupe. Et puis à 5 mètres de la ligne, Khabar tombe et Saïd lui marche dessus. Et moi, je saute sur Saïd. D'accord? Et puis derrière, regarde qu'est-ce qu'on avait comme leader dans les équipes. Un grand monsieur me tourne, il me donne une baffe, boum, et c'était Barber. Franck Barber. Pourquoi? Il me dit, c'est ce qu'ils veulent, ils veulent la bagarre. Et on a la finale la semaine prochaine. Lino, Franck Barber qui était dirigeant du RUC. Si on revenait un peu à GG. Parce Oui, que on va terminer justement, on a GG, une vingtaine de minutes, plein on va terminer avec GG. Et moi, l'image que j'ai quand il entraînait l'équipe nationale, c'est bon, il y avait les grands joueurs, hein, il y avait Moumen, il y avait Daoui, il y avait. Alors Daoui, justement, il y avait Daoui, on a oublié. Il y avait Kadmiri, Ken, il y avait Souilmi. Attends, c'était belle balèze, équipe, hein, c'était belle balèze. équipe. Il y avait Et je me rappelle le match contre la France où le stade était plein. Il y avait quoi? Il y avait 10 000, 15 000 spectateurs ce jour-là. Oui, il y avait ce dimanche-là. Klaus Spongero qui avait joué ce match. Il y avait. Non, mais il y avait. Et GG, quand il voyait que. Parce qu'il y avait un problème de rythme. Quand tu joues contre la Roumanie ou la France, physiquement, les gars, à un moment. Alors, c'était quoi le code pour un petit peu abaisser la tension? Mareda, fais le malade. Donc, il tombait une minute, quoi, pour laisser récupérer les joueurs, quoi. Je me souviens toujours de cette image. Mareda, il est tombé tout de suite. C'est GG qui disait ça, carrément. Attends, Lino, je me rappelle bien que. Miloud. Je me rappelle bien qu'il y a un match entre le Stade Marocain Cheminot et le CAF. Là, ce jour-là, c'était un vraiment très bon match. Malheureusement, le CAF a gagné, mais il a perdu une oreille. Parce que le Bouchta, il a arraché. Il a bouffé l'oreille. Comme Tyson, alors. Comme Tyson. Si on devait parler des anecdotes du rugby, on n'en finirait pas. Ouais. Elles sont extraordinaires. Il y a peut-être, je vais demander à mon ami Hakim de penser à écrire un bouquin sur les anecdotes du rugby parce que. Ouais. Oui, et Belaïd Boumid, il peut pas l'écrire le bouquin? Bien sûr. Ah ouais. Alors, ce que je voulais dire, c'est comment qu'ils percevaient ces balles lorsqu'il y avait des. Parce qu'il faut dire la vérité. On était plutôt turbulents. Et souvent, les matchs terminent en bagarre générale. Hein. Ah oui. Tu vois, souvent. Ah oui. Et alors, GG, comment qu'il percevait ça? GG, il fallait le couvrir. GG, c'était un battant. Hein. Ouais, il n'aimait pas perdre, GG, je me souviens. Ouais.
Et quand il fallait y aller. Mais il était très fair-play quand même. Ah oui, fair-play. Donc C'est- il c'est ne un met pas ses gentleman. débordements. Non, c'est un Ces débordements de gentleman. fin de match, C'est il un est haïssé. gentleman, absolument. C'était un Il aimait gentleman. le spectacle. Oui. Et Mais, il nous disait, allez, vas-y, donne-lui. mais quand il fallait y aller, quand la boîte à gifles a démarré, à lui aussi, il ne pouvait pas le bien tenir. sûr, Bah, écoutez, bien sûr. C'est un peu ça. Hein. Bien sûr. C'était un peu la règle. Hein, et donc, mais il a toujours été fair-play, hein, c'est sûr. Sur le terrain. Et ensuite, il avait un coup de pied phénoménal. Je sais pas, un coup de pied de. Attends, il avait un coup de pied de 50 mètres à l'époque. Les ballons, c'était pas des ballons d'aujourd'hui. Ah ouais, c'est pas les Et ballons les d'aujourd'hui. transformations entre les poteaux, il posait jamais le ballon verticalement. Il posait horizontalement. Il le couchait. Il le couchait. Moi, ça m'avait impressionné, ça. Et l'autre truc qui m'impressionnait, c'est que GG, quand il pleuvait, c'était le seul joueur des 30 acteurs à avoir un maillot immaculé. très propre. C'est ça l'art d'un grand d'ouverture. Ouais. C'est un 10. Donc c'est quoi? C'était le meneur de jeu. C'était lui qui c'était la bête qui menait les troisième lignes. Les actions, et donc il se faisait jamais plaquer en fait. C'est ça. Ouais. C'est l'art de. C'est rare sont ceux qui le plaquaient. Ouais, à part notre ami Durand Ernest Durand qui l'avait séché. Mais alors. Et le dimanche d'après, c'est le CAF qui a été séché. Oui. Le dimanche d'après. Alors évidemment. Dans la bouche de Rodriguez, les coques CAF, c'était quand même. Je crois qu'il avait le style de. Non, parce que les gars, un gars, par exemple, comme Durand, il venait me voir le matin, parce qu'on allait toujours voir les matchs de junior. Vous étiez copains de toute façon. Vous étiez copains avec. Oui, surtout. Et Durand est venu me voir en me disant, tu sais, j'ai pas envie de jouer aujourd'hui. Parce qu'il était passé au CAF. Parce qu'au COC, il n'avait pas sa place. C'est moi qui lui prenais la place en tant que pilier, donc il était parti au CAF. Il me dit, attention, il va peut-être avoir le droit de réponse, Ernest. Il va venir ici. Et il me dit, tu te rends compte? Moi, j'ai 4 gosses ou 3 gosses. Il avait une tapée de gosses. Il me dit, si tu me casses un bras ou une jambe, toute ta vie, tu vas penser à moi. C'est vrai. Ça, c'est Ernest Durand. Ça, c'est Ernest Durand. Moi, je l'ai. Ernest, c'était mon grand frère. Parce qu'en fait, il y avait le fils à Quesada. Il travaillait là-bas. Ouais, donc il travaillait à la Saint-Comar à l'époque. Et puis, c'est lui qui nous amenait avec un gros un Bedford, là, avec un fourgon. Il nous amenait à l'entraînement. Alors, on était les 3 sur l'essieu avant. Et puis, bon, tu sais, les fourgons à l'époque, c'est pas les fourgons d'aujourd'hui, tu sais. Alors, dans les virages, il peinait, tu vois. Alors, il faisait, les gros, descendez pendant que je prends le virage. Il avait toujours ses sorties, tu sais, à lui, très, très spéciales, très... Il y avait un autre phénomène. Beaucoup d'humour, hein. Attention, Ernest. Hein. Ouais. Beaucoup d'humour. Hein. Lino, il y avait un autre phénomène au coq, c'était pire qu'Alex. C'était Khairi, le talonneur. Khairi, il est aussi à la Somatam, il est passé par la Somatam aussi. Khairi aussi. Il est pas sûr qu'il est passé par la Somatam. Henri, il est passé par la j'ai Somatam. 2 anecdotes à raconter sur GG. Oui. Tout à l'heure, M. Bouhajib disait que GG... Monsieur Bouhajib. Oui, mais ils sont tous des messieurs ici. Ah ouais, d'accord. J'aime bien. T'as qu'à dire Monsieur le Président, alors. Non. Mais si je dois dire président, je vais dire monsieur l'ex-président, alors. Non, il est président du Rameau. Ah non, mais il n'est pas en tant que président du Rameau, ici, en tant que du coq. Ouais. Bon, je voulais raconter 2 anecdotes pour montrer la passion de GG et quand il avait affaire à des joueurs peut-être indisciplinés, mais passionnés. La première, c'est moi. Un jour, on fait la réunion du samedi. Je suis dans la formation type. Mon premier match en senior. Le lendemain, rendez-vous au coq à 7h du matin. On doit aller jouer à Koribka. Et j'arrive, je n'ai pas dormi toute la nuit. J'arrive le matin, il me dit non, tu ne vas pas à Koribka, tu vas jouer en réserve avec Alex. Alex qui s'occupait de réserve. Et j'avais tellement mal que je n'ai pas voulu jouer. Et j'ai eu un accrochage avec Alex que j'ai poussé violemment. Il est tombé, je le regrette toujours. Et le soir, quand ils sont revenus de Koribka, il y a M. Laraki, M. Tarisson, à qui Alex a raconté l'incident. Et Gégé m'a pris en aparté. Il m'a dit, mon petit, ne fais plus jamais ça. Ne fais plus jamais ça. Et je ne l'ai plus jamais refait. Et deuxième chose,
C'est que C'est un une violent. Je ne savais pas qu'il était violent, moi aussi. Non, Il non, était- non, il non, était- non, il non, était talonneur. non, 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 Il était, mais depuis ce jour-là. C'est Cabourg, non. c'est des talonneurs. Attends, je vais te raconter une anecdote encore. Les talonneurs, à force de prendre des coups sur la tête. Mais qu'est-ce que tu veux, on n'est pas parfait. La deuxième anecdote, elle concerne Aziz Boukja. Aziz Boukja, un jour, on était dans le vestiaire et ils n'ont pas fait. Il a été écarté de l'équipe. J'ai déjà fait la formation, il n'était pas dans l'équipe. Et Aziz était fou. Et Tu te souviens de toi? Il y avait un seau d'eau, il est sorti du vestiaire et en retournant, il y avait un seau d'eau. Il donne un coup de pied dans le seau, et le seau il atterrit en plein visage de Arif. Ouais. Arif. C'est vrai que il n'y en a jamais il y a voulu. des personnages au coq. Hein. Et notamment, je profite de l'occasion pour rendre hommage aussi à Abdelhaï Araki, Un grand monsieur. qui a été un des meilleurs présidents de la fédération et du coq, et avec qui on a. Alors on a essayé de l'avoir, grandi. donc je ne sais pas s'il nous écoute. Si quelqu'un écoute, lui dira, parce qu'on a essayé toute la semaine de l'avoir au téléphone. Il a vécu la plus belle période du rugby national, 73 à 83. C'est là où vraiment. Les 10 années d'or. Les 10 années. Attends, on va dire les 10 glorieuses, on va Les dire. 10 glorieuses. Ouais, les deux jeux méditerranéens. Ouais, c'était vraiment l'apogée. Enfin, après, il y a eu. Mais bon, toute proportion gardée, on ne va pas comparer, mais c'est vrai que c'était les plus belles années du rugby national. C'était vraiment une grosse équipe, un championnat, le rugby comme on l'aime, quoi. Comme il a existé, comme tout le monde l'a vécu ici. Exactement. Alors justement... C'est de m'aider aux Jeux méditerranéens. Ouais. Non, mais le rugby aujourd'hui, il a changé aussi, hein, même en France et tout ça, en Europe et tout ça, il a changé. Hein, donc le fric est venu, tout ça. Donc bon, il y a quand même l'esprit. Parce que moi, je te dis justement avec Aziz, on est allé voir le dernier Italie-Angleterre, et j'étais surpris d'abord de l'ambiance. Une ambiance extraordinaire. Je répète encore, il y avait 80 000 spectateurs pour un match de rugby en Italie. Et l'Italie, c'est pas un pays de rugby. Il y avait 20 000 Anglais, 60 000 Italiens. Les Italiens, c'était 5e défaite consécutive de l'équipe nationale. Ils sont sortis les 80 000 en fait. Tu vois ce que je veux dire? Bras dessus, bras dessous. Ah, tu dis, c'est pas possible. Après, le gala le soir, avec très cérémonieux, très pompeux, le capitaine anglais qui prend la parole, le capitaine italien, le président de la fédération italienne, le président de la fédération anglaise. Tu vois, so british. Tu vois, je dis, c'est magnifique. Terminé comme ça. Et puis finalement, après, alors évidemment, il y a une table des Anglais qui au fil du repas, en fait, il y a des Italiens qui vont à la table des Anglais qui vont à la table des Italiens. Ça se passe comme ça. Et évidemment, les dirigeants, ils sont mélangés. Oui. Mais les joueurs, bon, généralement, ils font des petits clans et tout ça. Mais c'est magnifique. Pourquoi on ne vivrait pas ça ici? À chaque match de rugby. On l'a vécu. Justement, je voudrais développer 2 points. Premièrement, donc, parler donc des dirigeants d'avant, et puis revenir un peu à Tarisson au coq. Aujourd'hui, le problème du rugby aujourd'hui, depuis le départ des grands, comme Tarisson, comme Laraki, comme Cantarel, comme Barber, et on peut en citer encore d'autres. Haj Mohamed Benjeloun aussi. Bien sûr, celui-là. Chapeauté. Mais bien sûr, celui-là, on n'en parle même pas. Celui-là, c'est le. Donc, on manque de gens, on manque de calibre plutôt. De gens qui savent fédérer, qui savent regrouper, qui savent comptabiliser tout ce qui est positif, etc. Ça, malheureusement, on en a de moins en moins. Bien, premièrement. Deuxièmement, je voudrais un peu revenir à Tarisson. À Tarisson, tout à l'heure, on a parlé de ce qui s'est arrivé, ce qui ne s'est arrivé pas. Tarisson, il avait quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'on joue le dimanche, pas de commentaire le dimanche. Le mardi à l'entraînement, avant de faire le tour du château, tout le monde était assis par terre, il faisait la critique individuelle. Toi, tu as fait ça, tu n'aurais pas dû faire ça, tu as fait ça. C'est en ce moment-là, après qu'on commence l'entraînement, on faisait le tour du château. Quand tu as pris le tour du château, c'est le château où il y a, qui est juste à côté de... Oui, le château d'eau. Donc, il faisait la critique individuelle le mardi. Individuelle. Chacun, il avait tout, il avait tout mémorisé dans la tête. Toi, tu as fait ça, tu n'as pas fait la passe, tu n'as pas fait ça. Mais d'une manière très polie, très... Et le fait qu'on revenait au coq pour voir la liste, la liste des joueurs et tout ça, on avait cette envie de revenir. Pourquoi? Parce qu'on avait des dirigeants qui avaient une sorte d'aimant, qui t'attiraient
toute la semaine, tu pensais à aller dans ton club pour voir tes dirigeants, parce que le dirigeant, avant c'était le dirigeant, c'était le père, c'était le frère, moi je reviens pas Tarisson. C'est Tarisson qui me payait la comptabilité, parce que mon père quand même, il n'avait pas les moyens. C'est lui qui me payait les frais de comptabilité 300 dirhams par mois. Non, mais c'est donc, vrai. donc pour moi, c'est un père. Ces dirigeants, on les a plus malheureusement aujourd'hui. Moi, au CAF, j'avais, malheureusement, on les a plus, ces dirigeants. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Gigou. Oui. Hein, Gigou. Oui. Gigou, il venait me chercher. Il avait une 403 familiale. Il venait me chercher, et puis quand il sonnait, il disait à ma mère, je viens prendre votre fils, tout ça. Attends, bien sûr, j'avais 17 ans, j'avais 16 ans, j'étais junior, mais je faisais comme déjà 1m85, tu comprends, je faisais déjà presque 100 kilos. Mais pour moi, pour lui, j'étais un gamin, donc il devait me prendre, me ramener, et quand il me ramenait, il ne me laissait pas devant la porte, comme ça, non, il sonnait, et il me disait à ma mère, je vous ai ramené votre fils. Voilà. Alors aujourd'hui, moi, quand je vois les petits du Raja ou du Wax en route d'El Jadida, ils terminent l'entraînement, les benjamins, hein, je ne parle pas des juniors, les gosses qui traversent le boulevard. D'abord, il faut traverser ce boulevard déjà. Pour les piétons, ce n'est pas aisé. Et puis les gosses, ils sont là, il n'y a pas de bus, il n'y a pas de truc. C'est comme dirait Gégé, c'est criminel. Ouais. Donc, et on a gardé cette tradition de solidarité au coq, puisque nous avons un membre du comité qui est directeur d'école et qui prend tous les ans 2 ou 3 juniors qui ont eu le bac gratuitement. Hein. C'est M. Benara. Ça, on le fait, cette tradition, on l'a gardée parce qu'on estime que le rugby est un sport pas uniquement d'intellectuels, mais de gens intelligents. Ça, et ça, on le veut. Les juniors, quand ils jouent aujourd'hui, ceux qui ont leur bac, aujourd'hui, sont dispensés de jouer parce que le bac, c'est dans un mois. Pour nous, on a 4 ou 5 joueurs qui vont passer leur bac. Et ben, ces joueurs, ils ne viennent pas d'entraînement ou s'ils peuvent venir, etc. Ça, on le garde. Et je voudrais aussi rendre hommage à Bambou parce qu'il ne faut pas l'oublier, Bambou. Bambou s'est sacrifié pour le rugby. Ouais. Ça, je pensais qu'il allait venir ce matin. Non, il est en France. Ah, d'accord. Il est en France. On oublie ce qu'a fait Bambou. Alors, Bambou, c'est Abdelrahim, c'est le frère aîné. Le frère aîné des Bougja. Qui a été président du COQ et président de la fédération. Qui est le plus effacé, peut-être, des frères, non, je veux dire, il est. Bambou, il n'aime pas. Maintenant, aujourd'hui, il Ouais. pas à l'écart, mais Ouais. c'est un petit peu. Ouais. Il voit les choses différemment. Mais bon, Ouais. il est toujours dans c'est toujours il va toujours au match de rugby, il y a toujours ses amis en France, etc. Mais lui aussi a beaucoup donné. Ouais. Il a beaucoup donné, oui. Beaucoup donné. Il a beaucoup Et même, donné. puisque c'est l'occasion, il y a eu l'accident en 81, je ne sais pas, le 1er mai. Le 1er mai 81, c'est ça, hein, 81, où 5 joueurs ont perdu la vie, non un dirigeant. C'est aujourd'hui 6. Donc ça, aujourd'hui, il faut leur rendre hommage aujourd'hui, puisque c'est l'occasion. Et c'était il y a aujourd'hui déjà 32 ans et 2 jours. 32 ans et 2 jours. Bon, alors, un tout petit, encore un petit témoignage de 30 secondes, hein, parce qu'on doit rendre l'antenne. Moi, je voulais dire tout simplement qu'à l'époque, moi, j'ai eu la chance, déjà en 69, d'aller à la fédération. Ahmed Chtiti nous a amenés à la fédération. Et quand il y avait les décisions, c'est-à-dire disciplinaires, on sortait. Et lorsque nous, au RUC, on avait un dimanche, Chtiti, il doublait. Il nous donnait 2 dimanches. Première leçon. Deuxième leçon, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, on avait des gens comme Driss Sass, Sibou Tami, Araqi, Si Mohamed Koutbi, Sibou Driss, Ahmed Chtiti, Haj Mohamed Jelloun. Quand on avait avec ces gens, on apprenait beaucoup. Ali Shakir. Haj Ali Shakir. Oui, mais la liste est longue. Voilà. La liste est longue. Alors, messieurs, moi, je vous remercie d'avoir été avec nous ce matin. Donc, je pense qu'on a fait, comme disait tout à l'heure Tif, c'est un devoir de notre part, hein, de rendre hommage à notre ami Gégé. Je vous remercie. Donc, merci à Nasser, merci à Riri, à Miloud, à Saïd, à Moussa, à Tif, à Abkrim. Et attention, comme on a dit, prochain rendez-vous. Hein, Chez Moussa. Chez Moussa. Justement, c'est ce que je voulais dire justement. N'oubliez pas le rendez-vous de Moussa. Voilà. Chez Moussa. Lino, tu as réussi à nous réunir. Il y a des gens ici, on ne s'ignore pas, on se connaît, on habite ensemble. Où les liens. Alors justement, moi j'en profiterai. Dernière chose, je vous dis, parce que je sais que justement ici, tu as eu le. Voilà, justement, ce qu'il faut dire, bon, tout n'est pas rose aussi dans le milieu du rugby. Non. Bon, vous êtes tous des copains, mais je sais qu'il y a eu quelques frictions entre certains d'entre vous. Et je vous dis, franchement, oublions ça. Hein, ne serait-ce que pour la mémoire de Gégé, oublions et qu'on arrête de dire, bon, celui-là m'a fait ça, non mais lui m'a fait ça, non mais lui m'a.
les gars, ça n'a plus existé, ça. Ça y est. Il faut tourner la page. On est une seule famille. Et franchement, c'est tourner ridicule. la page. Ah, et puis tu prends de l'âge, tu te dis, attends, tu vas te tenir. Ouais. Hein On donne l'exemple, les rugbyman. Exact. Hein, comment qu'on disait Ouais. Coq Hein Allez. Allez, le rug Le reconnaît pas. Allez. À la bonne matinée à tous. Merci. 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 S'il ne vous touche